Podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 21, le réseau Hampstead-Westminster. Des enfants victimes d'abus rituels niés par la justice anglaise. Revenons à Hampstead, en Angleterre, où deux enfants âgés de 8 et 9 ans ont dénoncé des abus de type rituel, commis par leur père et une bande de pédophiles. Les enfants se sont ensuite rétractés et la police a sauté sur l'occasion pour classer l'affaire. Aujourd'hui, ceux qui tentent de défendre ces enfants ont mis en ligne 2 certificats médicaux qui ne laissent aucun doute sur la réalité des viols subis par ces enfants. Aujourd'hui, ces enfants sont placés séparément et ne peuvent plus voir leur mère, qui tentait de les protéger. C'est après avoir été placés suite à leur révélation qu'ils se sont rétractés. On peut souligner ici que le scénario est quasiment le même que dans l'affaire du Var, donc l'affaire Ami de Lisa, je vous laisse regarder un autre podcast dédié à cette affaire. Depuis le mois de septembre, les deux enfants ont en effet répété les mêmes choses à plusieurs personnes, dont des policiers et des médecins. Ils ont notamment parlé du meurtre de bébés, dont au moins un commis par leur père. Mais tout cela n'a pas suffi. Pour la justice, aujourd'hui l'affaire est classée. Ces 2 certificats médicaux, réalisés par des pédiatres renommés du University College of London, datent du 15 et 22 septembre 2014. Le docteur Hodds a signé les 2 rapports qui ont décelé des cicatrices au niveau de l'anus chez les 2 enfants qui souffrent aussi de symptômes de stress post-traumatique. Le garçon s'est plaint qu'il avait du sang dans son slip, mais a dit que ça s'était calmé depuis qu'il ne voyait plus son père. La fille a aussi raconté qu'on les obligeait à se déshabiller à l'école et qu'on leur mettait des objets dans l'anus, à eux ainsi qu'à d'autres enfants. Les 2 ont aussi expliqué qu'on leur mettait de la vaseline avant les viols. En outre, le médecin rappelle que dans les cas d'enfants victimes, 16% se rétractent alors qu'ils ont réellement subi des abus sexuels visibles. Elle précise aussi que les enfants n'ont pas pu inventer des scènes qu'ils ont décrites. Bidonnage en règle. Le 17 septembre, 6 jours après qu'ils aient été placés, les enfants ont été interrogés par la police une 3e fois et se sont rétractés. Ceci dit, il est assez clair dans la vidéo de cette audition que les enfants ont été intimidés par les policiers et poussés à se rétracter. À un moment, le flic lui-même dit qu'il a parlé avec l'enfant juste avant l'audition. Il pose aussi des questions en donnant la réponse, en mettant l'enfant sur une voie bien précise qui menait à enlever toute consistance à ses accusations. Pourtant, le garçon a bien confirmé une fois de plus que des bébés étaient tués, et notamment par leur père, par exemple. Mais au lieu de demander plus de détails, le flic lui dit que si tout cela n'est jamais arrivé, il peut le dire, il n'y a aucun problème s'il le dit tout de suite. À un moment, le flic dit même que sa sœur a dit l'inverse de lui, sous-entendant qu'il mentait. Or cela était faux. On peut en tout cas se demander la raison de toutes ces manœuvres, s'il n'y a rien à cacher. À la suite de sa rétractation, la police a dit que les enfants avaient été coachés par le compagnon de leur mère pour faire de fausses accusations, et qu'ils avaient aussi inventé ces histoires après avoir vu le film Zorro, ce qui est une ineptie. Mais cette théorie a le mérite d'arranger les autorités, et bien sûr tous ceux, et ils sont nombreux, qui ont été cités comme abuseurs par les enfants. Sur le web, de nombreuses vidéos avec les témoignages des enfants ont été mises en ligne et puis effacées par YouTube. Dans ces vidéos, prises à différents moments, les 2 enfants ont redit que des abus avaient lieu à l'école, surtout le mercredi d'ailleurs, et que de nombreux adultes venaient pour les viols collectifs, avec parfois des meurtres de bébés. Les enfants ont désigné de nombreux agresseurs, dont des membres du staff de l'école, des parents d'élèves, un curé, des amis de leurs parents, jamais inquiétés. On ne sait même pas si RD, le père des enfants, a été entendu par les enquêteurs. Les enfants ont aussi désigné plusieurs autres victimes qui, bien sûr, n'ont pas été interrogées par la police ni même par un pédopsychiatre. L'affaire est donc close pour la justice. Du coup, certains se demandent pourquoi on ne mène pas une enquête sérieuse. S'agit-il de protéger un acteur de seconde zone, ainsi que la réputation d'une école et d'une église? Probablement pas seulement, et il doit y avoir d'autres enjeux. Personnellement, je constate que ces réseaux, quand ils existent, protègent avec force leurs maillons faibles, car si un maillon faible tombe, il risque d'entraîner beaucoup de monde dans sa chute. Et quand ce n'est plus possible de les protéger, on les lâche, et on prend ses distances, et le type assume seul ou se, entre guillemets, suicide en prison. Donc on pourra citer par exemple Epstein, Romain Farina dans l'affaire de Villefontaine, etc. En tout cas, aujourd'hui, c'est la mère des enfants qui est poursuivie pour les avoir manipulés. Les enfants sont placés et voient leur père davantage que leur mère, et ils n'ont pas été pris en charge en tant que victimes, puisqu'on considère que tout ce qu'ils disent n'est qu'un mensonge. Une probable affaire d'abus rituel en cours d'étouffement en Angleterre. 2 enfants de 8 et 9 ans, donc, ont expliqué à leur mère que le père les avait violés et avait tué un bébé devant eux avec d'autres adultes. Leur mère s'est rendue à la police, munie de plusieurs certificats médicaux, mais étrangement, les flics ont bien vite bouclé l'enquête, estimant qu'il n'y avait pas de preuves.
Comme dans l'affaire du Var, donc les enfants étaient placés, largement privés de leur mère, ils ont fini par se rétracter. D'après le récit des enfants, le père sera un meneur d'un groupe satanique actif au nord de Londres, un quartier friqué à 5 km à peine de Westminster où opérait le réseau pédophile des politiciens. Ce que disent ces enfants peut sembler énorme, incroyable même, mais je commence à avoir trop entendu le même genre d'histoire, y compris en France, pour rejeter cette histoire. En effet, le récit des deux enfants est très ressemblant à ce qu'on a déclaré les trois autres enfants de l'affaire du Var, donc de l'affaire Ami de Lisa. Là, on se situe donc à Armstead, toujours la même affaire. On n'a pas encore parlé de cannibalisme ni de torture d'enfants à répétition. Du moins pas encore. Comme dans l'affaire du Var, c'est suite à des violences du père que la mère de nationalité russe s'en est séparée quand le plus jeune des enfants avait 1 an. Mais les perversités de ce dernier ont été crescendo jusqu'à des viols collectifs de type rituel avec meurtre d'enfants. Depuis longtemps, la mère avait aussi noté des signes de mal-être, de grande tristesse quand ses enfants revenaient de chez leur père. Mais c'est seulement en août dernier, au retour de vacances chez lui, qu'ils lui ont parlé de ce qu'il se passait. Elle a été dénoncée les faits à la police début septembre et 6 jours plus tard, les enfants ont été placés en foyer. Dans l'affaire du Var, il n'a même pas fallu 24 heures. Drôle de réflexe que d'éloigner les enfants de leur mère à qui ils se confient. 2 semaines plus tard, les flics ont dit à la mère que les enfants s'étaient rétractés. Selon eux, les enfants auraient répété une histoire d'après le film Le Mas de Zorro qui n'a strictement rien à voir avec ce genre d'abus. Avant de clore leur enquête, entre guillemets, les flics ont quand même demandé des expertises médicales qui ont confirmé les viols subis par les enfants en leur niveau anal et leur traumatisme. Mais comme dans l'affaire du Var, c'est la mère qui se retrouve aujourd'hui au tribunal, accusée de ne pas protéger ses enfants. Alors, juste une parenthèse quand même incroyable, donc, les enfants étaient violés, mais on ne cherche pas à savoir par qui. Voilà. Il n'y a pas de problème, c'est inventé. Ah bon, il y a des traces médicales, mais c'est inventé, et par qui, on ne sait pas. On s'en fiche en fait. La justice se fiche de savoir qui a violé ses enfants alors qu'il y a des preuves médicales qu'ils ont été violés. C'est quand même fort de café, je reprends. Et leur père a le droit de les voir davantage, bien plus que leur mère, qui est privée de visite jusque fin décembre, semble-t-il, et les effets du lavage de cerveau paternel se sont vite fait sentir. Par exemple, ils n'ont plus le droit de parler entre eux en russe. Ce qui a trait à leur mère est banni. Ils ne peuvent plus voir leurs demi-frères ni leurs grands-parents. Ils n'ont plus mis les pieds à l'école depuis 3 mois et ne font plus de sport ni de musique. Mais surtout, ils apparaissent effrayés en présence de leur mère. Pourtant, c'est son nouveau compagnon qui a le premier eu la puce à l'oreille, en voyant des enfants se toucher sexuellement entre eux, ainsi que le chien. Le couple les a alors enregistrés séparément en les questionnant sur les faits, et les deux ont raconté la même chose, notamment que leur père a tué un bébé devant eux. Comme dans l'affaire du Var, sauf que dans le Var, les enfants sont 3 et avoir dit la même chose, et sur bien plus de séances. Puisqu'il y avait des rituels il y avait au moins, je crois, 8 enfants, ou un peu plus, qui ont été tués, d'après le témoignage des enfants du Var. Comme dans l'affaire du Var, les enfants ont fait des dessins on ne peut plus explicites. Apparemment, plusieurs bébés auraient été tués, dont un décapité avec un couteau d'une manière qui ressemble à un sacrifice. Parmi les abuseurs, outre leur père, les enfants ont cité certains de leurs enseignants, dont le head teacher, donc le principal, un curé qui fait aussi partie de l'équipe, des parents d'élèves, et dont un aurait aussi tué un bébé. Les 2 enfants ont expliqué que, à chaque fois qu'on les violait à l'école, quasiment tous les jours, mais surtout le mercredi, leur père était présent, alors qu'officiellement ils ne les voyaient que le samedi. Une vingtaine d'autres enfants seraient victimes de ce réseau, et pour quelques-uns d'entre eux, les parents sont aussi impliqués. Comme dans l'affaire du Var, ils ont dit être menacés de mort s'ils parlent. C'est d'ailleurs pour cela que ces enfants ne parlent jamais spontanément de ce qu'ils subissent. En l'occurrence, les abus dureraient depuis plusieurs années. Les enfants ont aussi expliqué qu'ils étaient drogués par une personne de l'école avant les abus. Les enfants sont toujours placés aujourd'hui alors qu'il n'y a aucun motif valable d'avancer pour cela par les autorités. Même si nous, on sait bien que c'est une mesure de rétorsion à l'encontre de leur mère pour les faire taire, ce qui est hélas très efficace, les enfants comprennent que plus ils parlent, moins ils voient leurs parents protecteurs. Par contre, d'après les citoyens qui révèlent cette affaire au grand jour, des éléments ont été montés de toutes pièces, contre la mère des enfants, afin d'en faire une mauvaise mère. La justice ne semble en effet pas décidée à prendre au sérieux la parole des enfants, qui commencent à se rétracter comme on le voit souvent. En effet, les victimes de ce type d'abus ne peuvent parler que lorsqu'elles se sentent en sécurité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour ces deux-là. Impunité de mise. Comme dans l'affaire du Var, on observe que les magistrats qui interviennent sont déjà connus pour des affaires similaires, étouffées elles aussi. La juge Vera Mayer est intervenue dans le dossier Melissa Laird. Elle a refilé l'affaire à la juge Anne Pofflet, qui est intervenue négativement dans l'affaire Holly Craig, une jeune trisomique écossaise victime de son père et d'un réseau manifestement satanique qui a dû fuir le pays avec sa mère. Je vous renvoie au podcast du réseau Magic Circle pour l'affaire Holly Craig.
Contrairement à la loi, des réunions privées ont eu lieu entre l'avocat des autorités locales et les juges dans le dos de la mère. Finalement, la mère sera jugée par le tribunal des familles, chez nous ça serait le JAF, à huis clos en février prochain. À Olmsted, le Royal Free Hospital fait partie de la vingtaine d'hôpitaux où des investigations sont menées dans le cadre de l'affaire Jimmy Savile. Je vous renvoie également au podcast de l'affaire BBC Jimmy Savile. On sait en effet qu'il avait les clés de nombreux hôpitaux où il a commis divers abus, jusqu'à des rituels sataniques dans des caves. L'un de ceux à qui il fournissait des enfants était le premier ministre pédophile Ted Heath, dénoncé par certains comme étant un sataniste. Il semblerait que Heath aimait rencontrer des garçons dans un parc d'Olmsted où beaucoup connaissaient Monsieur Eddie, entre guillemets. Certains observateurs disent que c'est parce qu'il était coincé avec ses pratiques pédophiles que Heath, pourtant conservateur, a fait rentrer l'Angleterre dans le marché commun européen. Ce qui est loin d'être impossible. À Olmsted, un autre pédophile notoire, celui-là, qui a mené une carrière politique en tant que député affilié au groupe juif, Lord Greville Jenner, JA2NER, il avait une résidence qui a connu une perquisition en 2013 dans le cadre d'une enquête sur des actes pédophiles qu'il aurait commis sur un jeune garçon placé dans un foyer que Jenner avait, entre guillemets, pris sous son aile. En 1983, une mère de 24 ans et son fils de 18 mois ont disparu à Olmsted. La presse a évoqué les liens de cette femme, Rita Kabidu, avec un groupe qui donnait dans l'occultisme, appelé les Pagan Pathfinder, donc ceux qui cherchent le chemin du paganisme, enfin des païens, quoi. Qui a dit qu'elle n'était plus en contact avec eux depuis plusieurs semaines avant sa disparition. Il a aussi été question du satanisme à Highgate Cemetery, donc un cimetière, de tombes profanées, de corps sortis des tombes, de symboles occultes, de cérémonies bizarres. Ce cimetière se trouve à 500 mètres du parc d'Olmsted. Ces cérémonies étaient apparemment tellement connues que des ados en mal de sensations venaient s'y balader la nuit en espérant y croiser des tarés en train de profaner des tombes ou de faire de la magie noire, et la police a même lancé une enquête. Olmsted est juste à côté d'Islington, un autre arrondissement de Londres, où les 12 orphelinats publics recelaient des réseaux pédophiles dans les années 80, et où les autorités ont tout fait pour étouffer le scandale, comme on l'a déjà dit. Un des gamins tués par le gang de Sidney Cook, Jason Swift, passé pour un prostitué à l'âge de 13 ans, venait d'un de ces orphelinats. Margaret Hodge, grande amie de Tony Blair, qui a longtemps vécu à Islington, était le chef du conseil local. Elle a été avertie à maintes reprises des abus qui se déroulaient dans les orphelinats dont elle était responsable. Elle n'a rien fait et a été gratifiée par Blair du tout premier poste de ministre de l'Enfance créé par lui-même. En Angleterre aussi, les parents protecteurs perdent donc leurs enfants quand ils dénoncent ces crimes, surtout si ces crimes pédophiles sont commis en réseau. Cela devient systématique, à tel point qu'on est obligé de se demander jusqu'à quel point la, entre guillemets, justice est complice. En tout cas, il est à craindre que, comme dans l'affaire Amy de Lisa, les enfants seront finalement confiés au bon soin de leur père et que leur mère passera pour une mauvaise mère qui fait dire d'horribles mensonges à ses enfants. Actualisation de février 2015. J'ai écrit dans cette affaire, on ne parlait pas encore de cannibalisme. Eh bien, nous y sommes. Ce dimanche, un site lié aux Anonymous a repris les détails de cette affaire et il semble que ce soit un témoignage rédigé par la mère des enfants. On y lit que des bébés seraient régulièrement fournis au culte, qu'ils y seraient drogués pour les calmer, violés et torturés, puis tués. Ensuite, les membres et victimes de ce groupe boiraient leur sang et cuisineraient les corps en les faisant rôtir ou frire. Cela peut sembler parfaitement incroyable, mais hélas ce n'est pas la première fois que j'entends ça, et cela ressemble aussi beaucoup à ce qu'ont pu décrire les enfants du Var. Alors juste une parenthèse, il a été découvert aux États-Unis une vidéo avec deux petites mamies qui te font une sorte de de show de cuisine, tu vois, comme à la télé, là où on t'apprend des recettes de cuisine sympathiques à deux, sauf qu'elles cuisinent un bébé. Voilà. Et ça, c'est des vidéos qui circulent dans ces réseaux-là, et les mecs se marrent, quoi. Fin de la parenthèse. Donc ces choses existent. Le père des enfants donc serait le leader de ce groupe de tarés. Les viols et sacrifices de bébés auraient lieu les mardis, mercredis et jeudis. Cela ferait quand même beaucoup de bébés tout de même, mais on nous dit qu'ils proviendraient de partout dans le monde, ramenés de Hawaï, d'Afrique du Sud, du Portugal, d'Espagne, de Chine, de Guyane, d'Inde, par plusieurs parents. Alors aussi avec beaucoup d'argent hein, quand même, parce que quand on peut, il faut les acheter ces bébés, hein, c'est pas gratuit. Il sera intéressant de savoir de quelle manière autant d'enfants sont ramenés en Angleterre pour ensuite disparaître sans que personne ne s'en inquiète. Les partous auraient surtout lieu le mercredi, jour où les enfants ne voulaient vraiment pas aller à l'école. 60 à 70 personnes seraient présentes pour les viols du mercredi,
dont une vingtaine d'enfants à qui on apprendrait à se violer mutuellement. Là aussi, on dirait que c'est une pratique courante dans ces milieux. Ces rituels auraient lieu en différents endroits, des pièces secrètes d'une même église. Tout le monde aurait des costumes constitués avec des ossements des bébés tués et des chaussures réalisées par des membres du culte à partir de la peau de ces bébés. Ces rituels-là auraient lieu les mardis et jeudis. La East Finchley Swimming Pool, située à 2-3 km au nord de Hampstead, serait de son côté un lieu de rencontre pour les membres du groupe et des sacrifices d'enfants s'y produiraient aussi. Divers membres du culte travailleraient dans ce complexe, notamment au McDonald's où il y aurait aussi une pièce secrète. Toute une liste de protagonistes est aussi donnée. Le samedi, des actes de sacrifice et de cannibalisme auraient lieu à divers domiciles des membres du groupe. Le groupe produirait et vendrait de la pédopornographie et des snuff movies dans différents pays, une source importante de revenus. Les deux enfants auraient expliqué que les viols par leur père ont commencé quand ils étaient tout petits, ils étaient obligés de se tripoter entre eux. Puis il les a vite introduits auprès des autres membres du groupe. Lors de viols collectifs filmés, les adultes avaient des masques lors des films où d'autres enfants étaient présents. Les enfants devaient regarder les viols des autres enfants et aussi les vidéos de ces viols. Ils disent que leur père a mis des vidéos sur Internet. Le père des enfants connaissait certains membres de l'école, donc Christ Church, avant qu'il n'y entre, dont la directrice. Les enfants qui crient et ne supportent pas la douleur seraient drogués par l'infirmière de l'école. C'est à partir de la rentrée de septembre 2013 que les abus auraient beaucoup augmenté en intensité. Leur mère et leur grand-mère les auraient surpris en train de se toucher mutuellement. Les enfants auraient répété la même histoire à plusieurs personnages de leur entourage, sans jamais varier de version. On continue l'actualisation un peu plus tard en 2015. Voici quelques-unes des vidéos avec les témoignages des enfants. Des avocats ont déjà demandé que les premières vidéos des enfants soient retirées du net, mais la famille a semble-t-il décidé de passer outre et de diffuser une grande partie des témoignages. À voir ces vidéos, on sent bien que les enfants ne sont pas en train d'inventer ce qu'ils racontent. D'ailleurs, les deux versions concordent parfaitement. Personnellement, j'aurais tellement préféré que ce soit pas le cas, et que tout cela ne soit qu'une histoire inventée par une mère indigne, mais là, nous devons regarder la réalité en face. La mère des enfants explique que dès 2007-2008, Dearman a commencé à violer les enfants en leur introduisant, outre son sexe, divers objets dans les fesses. Donc c'est le nom du papa. Cela non seulement chez lui, mais aussi dans les toilettes de divers lieux publics. Quand ils ont eu 4 et 3 ans, il a présenté ses enfants à d'autres pédos. Parmi ces gens, un sadique d'origine polonaise, nommé Minia, qui a ramené des enfants de moins de 3 ans au Partouze, un Allemand appelé Buster, mais aussi sa propre famille, la mère de Dearman, sa sœur, son beau-frère, son frère, sa belle-sœur. Des adultes ont aussi amené leurs enfants aux orgies. Les enfants étaient violemment frappés, notamment à la tête. Les adultes violaient nos enfants, chacun à leur tour, durant 2-3 minutes. Eux aussi introduisaient divers objets dans les fesses des enfants, comme des petits cailloux, de l'herbe. Toutes les violences et les viols étaient filmés, et les enfants étaient obligés de regarder les autres se faire violer. Pendant ce temps-là, le frère et la sœur montraient des comportements de plus en plus violents, sans raison apparente. De fin 2008 à fin 2009, Dearman n'a pas vu ses enfants. Il était trop occupé et n'était pas en Angleterre. Les enfants ont alors été séparés, et la fille passant un long séjour en Russie, chez ses grands-parents, le garçon restant à Londres. Ils ont alors semblé aller mieux. Leur mère les a ensuite amenés voir une psychologue, mais le père s'est fortement disputé avec celle-ci. La mère a alors cherché à réduire la fréquence des relations entre les enfants et leur père, mais la justice lui a permis de les voir sans surveillance, chaque samedi, de 10h à 18h, de fin 2010 à fin 2011. En 2010, la fille est entrée à la Christ Church School et les abus par les enseignants ont commencé. D'après les enfants, le père connaissait déjà Madame Wilmer, la maîtresse du garçon, en première année de primaire. Elle a vite été amie avec Madame Fordyke et d'autres membres de l'équipe. Les abus sont alors devenus réguliers, y compris pendant le temps scolaire, et d'autres victimes étaient concernées. Les enfants étaient récompensés pour ne pas parler avec leurs bonbons préférés, et d'un autre côté, ils étaient menacés de mort s'ils parlaient des abus. Le mercredi, tout un tas de gens venaient à l'école pour les viols, et certains se montraient particulièrement sadiques. Vers 2012, les enfants se sont mis à voler de l'argent à leur mère et à son compagnon. Ils ont expliqué récemment que c'est leur père qui leur avait dit de faire ça, et apparemment les avait dressés à voler pour lui. Au début de l'été 2014, de grosses sommes ont été volées sur le compte de la mère des enfants. Le père avait demandé à sa fille de noter les détails de la carte de crédit pour voler de l'argent. Elle a aussi demandé de voler l'iPhone du compagnon de la mère et à filmer des viols avec. D'ailleurs, les accusations contre lui n'ont fait qu'augmenter au fil des audiences de tribunal. Quand les enfants ont commencé à se rétracter, ils se sont aussi mis à accuser le compagnon de leur mère de diverses violences sur ce qu'il se passe à l'école, dont les meurtres des bébés. Ils mangent des bébés et les cuisinent, les sacrifient, leur font du sexe, tout le monde fait ça. C'est ce qu'ils disent. Ça se passe au Starbucks, aussi à Hampstead.
Les enfants citent Madame Fordyke, la directrice de l'école, dont il décrit des particularités anatomiques dans la deuxième vidéo, des enseignants, des curés comme abuseurs, ainsi que leur père. Tous ces gens-là, quand leur père tue des bébés. Tous ces gens sont là quand leur père tue des bébés. Leur père vient à l'école pour des viols, mais ça se passe aussi dans des bureaux, dans des immeubles. Leur père est parfaitement au courant. Il y a beaucoup de sexe et de l'argent circule. Le mercredi, c'est un jour spécial pour le sexe, cela se passe à l'école, et il y a beaucoup de monde qui vient pour ça, dont des parents d'élèves et leur père. Sur ce qu'il se passe à l'église, des sacrifices de bébés, des orgies. Leur père et d'autres parents, des pères, tuent des bébés puis les découpent. Sur les chaussures en peau de bébé, faites et portées par les membres du groupe. La fille explique qu'elle-même a dû tuer un bébé avec son père qui lui tenait la main. On a quasiment le même récit dans l'affaire du Var et puis dans d'autres affaires, dans le témoignage d'Aria et Phoenix. Sur les autres enfants victimes de ce réseau, dont un certain nombre de camarades de classe, des gens vendent les bébés qui sont drogués pour les faire dormir avant de les tuer. Sur les menaces de mort, si les enfants parlent, leur père a menacé de venir les tuer s'ils parlent. Donc tout ça, c'est un petit résumé synthétique du témoignage des enfants que vous pouvez également visualiser. Beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans ce réseau d'abus rituels. Vous pouvez vous intéresser, si vous voulez, à une étude qui a été faite. Il y a un live donc, qui a été fait par l'association et une étude sur l'ensemble des réseaux pédocriminels où on retrouve une typologie des pratiques. Et ce sont des pratiques qui, hélas, sont répandues dans ces réseaux, qu'on retrouve dans beaucoup d'autres réseaux. Voilà, même ici, c'est quand même poussé assez loin, notamment les chaussures en peau de bébé. Je crois pas avoir vu ça dans un autre réseau, mais bon. Voilà, avançons. Et donc on va voir le lien avec un autre réseau qui se situe juste à côté, dans le quartier d'à côté, et qui est certainement en lien avec ce même réseau de Hampstead. La justice anglaise refuse de poursuivre un député pédophile encore vivant. Donc revenons en Angleterre, même si on n'entend plus parler de la grande enquête sur les affaires de réseau VIP étouffés, la police continue à travailler. Ces derniers temps, la presse a évoqué le cas de Greville Janner, un politicien du Labour fortement soupçonné d'avoir fait partie du réseau de Dolphin Square, mais qui va échapper à la justice parce qu'il serait devenu sénile. Ah, formidable. Cela fait plusieurs fois que Lord Janner échappe à la justice. Il faut dire que le personnage a des relations. Il fait partie du petit groupe des conseillers de la reine depuis 1971 et est impliqué dans divers groupes et lobbies juifs, comme le Board of Deputies of British Jews, donc le conseil des députés anglais juifs, ou le Holocaust Educational Trust, bon voilà, on va dire la structure, l'organisation d'éducation à l'Holocauste, qu'il a présidé, ou encore le Congrès juif mondial, dont il a été le vice-président jusqu'en 2009. Alors, on peut juste citer le père de la famille Bronfman, qui faisait des alcools aux USA. Donc, c'est la marque Seagram, qui a fait fortune là-dedans, et dont les filles étaient impliquées dans la secte Nexium, où il y avait également de la pédophilie et des abus en tous sens. Et que ce monsieur Bronfman a été président du Congrès juif mondial également. Voilà, des petites coïncidences. Continuons. Il a aussi été membre du Magic Circle, donc ça, je vous renvoie une association pour développer la magie, paraît-il, et a dirigé une association de Boy Scouts. Alors le Magic Circle, l'appellation va aussi à un réseau pédocriminel qui agissait en Écosse. Je vous renvoie à un autre podcast. En fait, souvent, c'est une sous-culture, en fait, la pédophilie. Et tous ces réseaux se connaissent et interagissent. Et donc, en fait, souvent, c'est pour ça qu'on retrouve des signes, des symboles. Je vous renvoie à nos articles sur les journées de fête internationale des pédophiles. Donc, notamment des papillons. Les papillons, c'est le signe des pédophiles qui aiment les petites filles. Et à chaque fois que vous allez avoir des associations de protection de l'enfance avec des papillons, il y a une petite sonnette d'alarme qui s'allume. Voilà, tout ce qui est arc-en-ciel, compas, pyramide, évidemment, ça sent pas bon. Voilà, donc il était dans les Boy Scouts. Continuons sur ce fameux Janner, le passif du baron de Janner. On a commencé à parler de lui publiquement dès 91, quand le directeur de 3 foyers pour garçons a dit à la police que Janner avait mis la main sur un de ses pensionnaires avec lequel il avait des relations sexuelles. Le directeur, Frank Beck, s'est retrouvé accusé lui-même de pédophilie, mais lui a été condamné, et même lourdement. Il a eu 5 peines de prison à vie. Il est mort en prison en 1994 d'une attaque cardiaque en jouant au badminton. Il faut dire que ce sont pas moins de 200 victimes qui ont déclaré avoir été violées par Beck.
Quant à Janer, l'enquête à son sujet a été vite close. Il y a quelques mois, on a appris par la presse qu'un ancien enquêteur a expliqué avoir été forcé de stopper une enquête sur des accusations de pédophilie impliquant Janer, et cela dès 89, quand l'enquête sur Beck a commencé. Oui, donc juste, il y a peut-être une confusion, hein, le monsieur qui a dénoncé les abus au sein du foyer, ce n'est pas Frank Beck, évidemment, c'est quelqu'un du personnel. Janer avait même été entendu par la police durant l'instruction du dossier Beck, et il n'a répondu à aucune question, et il n'a été poursuivi pour faute de preuves. En ce fait, ce serait après avoir dénoncé Janer que Beck a été poursuivi pour des viols sur mineurs. Lors du procès de Beck, un jeune homme est venu dire qu'il a été l'une des victimes de Janer, qui manifestement venait se fournir dans ce foyer. Le jeune a pu décrire la maison de Janer, a montré une lettre qu'il lui aurait écrite, Beck confirmait son témoignage, mais on n'a rien fait. Janer n'a pas été appelé à la barre pour s'expliquer ce qu'il pouvait savoir à propos des foyers de Beck. Au Parlement, Janer a dit que tout cela n'était que des mensonges et qu'en fait, il avait seulement cherché à aider en vain ce gamin perdu, la presse a suivi et tout le monde a oublié l'affaire. Allez hop, emballer c'est pesé. À tel point que Janer a même été anobli par Tony Blair en 97. Alors juste, je me permets quand même, vous voyez à quel point les médias sont importants. Si les médias, au lieu de le couvrir, avaient commencé à gratter, la justice, quand c'est sur la place publique, ça commence à être un peu touchy, ça commence à être compliqué, on est obligé un peu de faire quelque chose. Donc en fait, si les médias faisaient leur boulot, d'une manière ou d'une autre, ils obligeraient même la justice corrompue à faire un peu quelque chose, ou au moins à faire semblant. Hein. Donc ils font bien intégralement partie de ce système. Voilà. Continuons. Janer avait été bien défendu par ses amis, dont le député Keith Vaz, qui a fait passer une loi interdisant à la presse de donner les noms des témoins ou personnes citées dans les procès. Formidable. Alors, c'est vrai que dans la presse anglaise, contrairement en France, il y a un peu de la presse qu'on méprise en disant oui, c'est de la presse tabloïde. Oui, mais c'est souvent aussi de la presse qui va sortir des choses que les autres ne sortent pas, qui sont moins dans l'establishment. Typiquement, en Allemagne aussi, on va avoir des journaux, notamment des magazines hebdomadaires, qui vont faire le taf. En France, si vous pensez que le Canard enchaîné sort des scandales, vous êtes extrêmement naïf. Si vous pensez que Mediapart fait quelque chose de bien, vous êtes extrêmement naïf. Voilà. Ce sont des journaux qui permettent de menacer tout le monde, de sortir les casseroles quand on a besoin de faire tomber quelqu'un. Voilà, c'est juste à ça que ça sert. Continuons. En 1995, des parents du secteur de Janer et Beck ont dénoncé l'existence d'un réseau de pédophiles, mentionnant Janer qui bénéficiait de protection. La justice aura ensuite classé 2 dossiers à son sujet, en 2002 et en 2007. Une enquête de police sur lui aurait aussi été menée de 2002 à 2006, mais elle n'aurait jamais été transmise à la justice. En 2013 et 2014, la police a mené des perquisitions au bureau et au domicile de Janer, à Hampstead, la ville où justement donc, les 2 enfants dénoncent des abus sexuels commis par une sorte de réseau satanique, donc comme vu dans le réseau juste avant. Apparemment, l'enquête sur les abus des années 80 avait été plus ou moins rouverte par la police, mais le 16 avril, on apprend que la justice ne le poursuivra pas car il est devenu sénile. Ah, bah c'est formidable. Donc ça, on le voit dans plusieurs affaires, notamment récemment l'affaire Sijinski, à Marseille, un ophtalmologiste Rotary, franc-maçon, etc., où il y avait de l'inceste intrafamilial sur plusieurs générations. Ben, le mec arrive au procès dans un fauteuil roulant, ah, il n'y arrive pas et tout, mais le mec, en fait, il est bouillant, il est à moitié à se lever dans son fauteuil. Et puis une fois qu'il est mis en prison, ben en fait il sort de prison parce qu'il a mal au dos et qu'il a un ami du Rotary, médecin, qui lui fait un truc comme quoi il a mal au dos, qu'il peut pas aller en prison. Et il sort de prison, vous voyez. Donc tout ça c'est bien, mais les histoires d'attraper les gens quand ils sont vieux, en fait c'est trop facile de les faire sortir. Donc il n'y aura même pas de procès, rien, parce qu'il est sénile. Voilà, formidable. Des associations de victimes et des victimes se sont alors fait entendre, et finalement on va faire une enquête pour étudier la situation. Si on est mauvaise langue, on va dire que cette enquête va encore être une usine à gaz qui ne débouchera sur rien, et permettra de mettre de côté cette question pendant quelques mois, voire quelques années. Janer a quand même été suspendu du parti, du Labour. Rappelons que l'Angleterre est en ce moment en pleine campagne électorale, avec un changement de gouvernement à la clé, et les élections sont prévues en mai 2015. Donc. Protection. Pour une fois qu'on en avait un encore vivant. Et oui, parce que souvent, dans ces réseaux VIP anglais, on a jugé des gens qui étaient morts. Enfin, où on a sorti des affaires sur des gens morts. Et tous les gens vivants, bizarrement, il n'y avait pas de dossier.
Mais l'affaire risquait d'être problématique, car en effet, une vingtaine d'hommes sont venus expliquer à la police que Janner les avait violés quand ils étaient mineurs. Alors là, tout de suite, c'est la boîte de Pandore. La justice n'en a retenu que 9, pour des faits allant de 69 à 88, avant de renoncer à toutes les poursuites. Magnifique. On a aussi appris que le dossier concernant Janner fait partie de 114 dossiers de réseaux pédophiles VIP qui ont mystérieusement disparu du bureau du ministre de l'Intérieur Léon Brittan, lui-même cité comme un des visiteurs du bordel pédophile de l'Elm Guest House et du Dolphin Square, où il aurait été présent lors du meurtre d'un adolescent au cours d'une partouze. Le dossier concernant Brittan était épais, mais hélas, il est mort en janvier. Récemment, le témoignage de 10 pages fait par une victime devant la police a été diffusé. Alors, juste encore une parenthèse, mais est-ce que vous vous rendez compte pour un citoyen normal? Il y a 20 personnes qui viennent dire que vous les avez violés. 20 personnes différentes, de familles différentes, à des moments différents. Et on laisse tout tomber? C'est quoi la justice là? C'est quoi? C'est la théorie du complot, c'est ça? Il y a 20 personnes qui ne se connaissent pas, qui sont pas en lien les uns avec les autres, qui font un complot incroyable, on ne sait pas comment, et qui viennent raconter pour essayer de faire couler une personne? Non mais on rêve, on rêve. Bon, continuons. Mais c'est vrai que la raison n'a pas sa place dans ces réseaux de protection, où la seule logique est la protection, justement. Donc, il fait un témoignage de 10 pages, la victime, devant la police, et qui a été diffusé. Il y évoque des abus subis quand il était dans un homes, donc un foyer, à Leicester. Cette victime explique que Janner l'a amené dans des soirées au siège du parti, dans ses bureaux et même au Parlement, et que Janner l'a violé quand il avait 14 ans, en 1974, à Hampstead. Là, entre guillemets, relation aurait ensuite duré 2 ans, et les viols ont eu lieu notamment chez Janner, qui était marié et père de famille, et ou dans des hôtels. Mais on a encore étouffé cette histoire, et toutes les mentions de Janner ont été effacées du dossier de cette victime chez les services sociaux. Apparemment, la justice n'a pas été informée de toute cette enquête. Oui, oui, oui. À l'époque, cette victime était dans un foyer de Leicester, donc. Madame Fitt, qui le dirigeait, était parfaitement au courant de cette relation, car il le lui avait dit. Donc c'est quand même extraordinaire, tu diriges un foyer pour mineurs, et tu ne trouves pas de problème à ce que l'adolescent puisse avoir une relation donc illégale, criminelle, avec un adulte. Ça doit être pour avoir une bonne réinsertion, certainement. Même la directrice des services sociaux du secteur a reçu un dossier sur cette histoire, mais rien n'a bougé. On notera aussi que selon cette victime, qu'il connaissait bien, Beck était innocent. Ben voyons. Et les enquêteurs ont tenté de lui faire dire le contraire pendant plus de 2 heures. Pour une autre victime de Janner, Beck avait servi de rabatteur. Il y a quelques jours, Exaro a révélé que 4 des médecins qui ont expertisé Janner ne reconnaissaient pas leurs propos dans l'avis publié par la justice au sujet de l'absence de poursuite contre Janner. En effet, on a demandé que à un d'entre eux si Janner pouvait faire face à un tribunal, et tous ne sont pas d'accord sur le diagnostic. On a encore appris le 18 avril par Exaro et le Mirror, donc c'est le genre de journaux de presse à scandale anglais, que la police a enquêté durant 6 mois sur l'appartenance de Janner au réseau pédophile de Westminster, celui des politiciens de Dolphin Square, dans lequel on retrouvait notamment Léon Brittan et Peter Heyman, l'ex-patron du MI6. C'est un témoin appelé Nick qui a parlé de meurtres commis dans le cadre de ce réseau au Dolphin Square et qui a aussi décrit des viols commis par Janner à Londres. On se retrouve avec une actualisation quelques mois plus tard, en avril 2015. On apprend par le Daily Mail que Janner a été jusqu'à écrire un mot de remerciement aux policiers qui menaient une enquête à son sujet après qu'il ait été forcé de stopper ses recherches par un ordre de ses supérieurs. Janner l'a même invité à dîner au Parlement ainsi que sa femme. Waouh. On a aussi appris qu'une trentaine de personnes se sont fait connaître de la police comme étant des victimes de Janner. Donc là, ça commence à faire quand même beaucoup. Si Janner fait partie du réseau de Westminster, il serait intéressant de l'interroger, même sans le condamner, au vu de son Alzheimer, soi-disant. Mais il est l'un des seuls à pouvoir encore éclaircir notre lanterne sur l'organisation de ce groupe, dans lequel on retrouvait aussi bien des politiciens du Labour que des conservateurs. Donc en gros, le Labour c'est la gauche, les conservateurs c'est la droite, mais version anglo-saxonne, donc tout le monde est quand même à droite. Un peu comme en France maintenant, quoi. Les victimes, elles, attendent en tout cas des explications qu'à mon avis, elles ne sont pas prêtes d'avoir. On peut aussi se demander pourquoi il a fallu attendre les perquisitions chez Janner et 1 an d'enquête qui finit par déboucher sur l'affaire du réseau de Dolphin Square pour se dire que Janner est trop sénile pour subir une procédure. Continuons. Habituel en Angleterre, l'art de faire taire les enfants. Donc on revient sur les enfants de Hampstead,
juste parce qu'il y a des révélations chronologiquement plus tardives. Donc, 2 enfants qui avaient effectivement dénoncé l'école et le réseau satanique avec leur père. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec sur le web un champ de bataille entre 2 camps, ceux qui soutiennent le père et ceux qui soutiennent les enfants. Il y a environ 3 ans, on en avait parlé à l'époque, donc ces vidéos des 2 enfants ont fait scandale, à tel point que les médias commerciaux ont parlé de l'affaire, pour prendre la défense du père, longuement interviewé pour pleurer dans les médias sur tout ce que ses enfants racontaient à son sujet. Non mais on hallucine quoi. Juste, et la mère, non quoi. La mère, elle n'a pas droit à la même émission pour dire son point de vue quoi. On rêve. C'est au cours de l'été 2014 que les enfants ont commencé à parler à leur mère et à son compagnon, parce que ces derniers les avaient vus se toucher. En septembre 2014, les enfants ont été longuement entendus et filmés par les flics de Helmstedt. On note cependant qu'il y a des morceaux de plusieurs minutes qui ont été coupés lors des auditions des enfants, comme le montre la timeline. Donc d'où l'importance de ce qu'on n'arrive pas encore à faire appliquer partout en France, la procédure Mélanie, c'est-à-dire une procédure où les enfants victimes d'abus sexuels sur mineurs, quand ils sont entendus par un homme et une femme formés à la déposition d'enfants abusés, pas en uniforme, dans une pièce banalisée comme un salon, à l'intérieur du commissariat, et filmés. Et donc ça, malgré tout, ça permet, vous voyez, que quand l'affaire est enterrée, on arrive à faire ressortir ces vidéos. Sachant que ces vidéos, la famille doit en avoir la possession, évidemment. La mère protectrice doit récupérer ces vidéos. Et elle a le droit d'en user comme elle veut. Revenons. Donc ils ont été immédiatement placés en foyer par mesure de protection. Quelques semaines plus tard, ils ont été envoyés en famille d'accueil, séparément. Donc, ils ont été retirés à leur mère parce qu'ils subissaient à cause d'un groupe de dingues pédophiles et meurtriers qui gravitent autour de son père. Voilà, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Donc, ce que les enfants ont raconté. Plusieurs vidéos ont été filmées par la mère et le beau-père des enfants âgés de 8 et 9 ans durant des vacances d'été de 2014, quand la famille était au Maroc. Dans ces vidéos, les enfants expliquent ce qu'ils subissent encore et à ce moment-là, c'est-à-dire des viols collectifs et des rituels avec des sacrifices de bébés. Apparemment, ces faits durent depuis qu'ils sont tout petits et ils n'en avaient jamais parlé avant début 2014. Des retranscriptions complètes ont été mises sur un blog, dont voici en partie des éléments principaux. Le garçon explique par exemple à sa mère qu'il a très peur parce qu'on leur a fait faire est dangereux et qu'il a mangé des bébés. Je cite, « J'ai mangé des bébés et je me sens très faible par rapport à tout cela, vraiment faible, pas fort. » Donc, not strong. La sœur dit, « La toute première fois qu'on l'a fait avec papa, la première fois qu'on l'a fait, on a eu très peur. »« Quand vous avez fait quoi ?» lui pose la question. « Quand on a tué un bébé la première fois. »« Vous avez tué le bébé ?» ?»« Oui, avec papa. Papa tenait ma main, il m'aidait. Donc il m'a dit de couper la tête du bébé, il m'a forcé à le faire. » Fin de citation. Comme j'ai déjà entendu à plusieurs reprises, la première fois qu'un enfant doit sacrifier un bébé, c'est son père qui lui tient la main. Cela ressemble à une initiation. Et aussi, ça permet de culpabiliser l'enfant, puisqu'il lui dit « Attention, c'est toi qui l'as fait, si la police t'attrape, etc. etc. » La petite explique qu'en grandissant, ils ont pris l'habitude de faire cela et ne pensaient pas que c'était mal avant d'en parler à leur mère. Au sujet du culte, alors c'est en anglais le mot cult, en fait ça correspond plus au mot secte en France. Au sujet du culte de leur père, la fillette dit qu'au tout début, ils ont vu leur père tuer un bébé et qu'elle et son frère ont été violés par des adultes. Cela s'est produit, selon elle, la première fois quand ils ont été à l'école. Donc on va citer ici les abuseurs de l'école, Monsieur Hollings, Monsieur Force, Madame Forsdyke, Madame Mardon, l'infirmière de l'école, Monsieur Burnett, mentionne des parents et des enseignants, ainsi que leur père, Ricky Dierman, qui serait le chef du culte, et aussi une vingtaine de prêtres, ainsi que des policiers, dont un certain A.B. Williams, un certain Simon Pitzman et une certaine Alice Singleton. Les enfants décrivent des marques distinctives sur les parties privées de certains abuseurs, si bien qu'il serait facile d'aller vérifier. Donc des anatomies étranges au niveau du sexe. Donc c'est des choses qui sont assez évidentes pour un jury, puisque si l'enfant décrit de manière détaillée ce genre de particularités anatomiques, c'est forcément qu'il a vu les parties génitales de la personne. Il ne peut pas les avoir inventées. C'est des choses importantes dans ces affaires-là, un grain de beauté spécial, mal placé, l'aspect du pénis, l'aspect des seins, on va dire
du sexe féminin ou des choses comme ça, des cicatrices, etc., peuvent être des éléments confondants et ils sont importants de relever. Une langue étrange est parlée lors des cérémonies. Les activités principales de ce culte seraient les partouzes avec des mineurs et des rituels. Les femmes utilisent des godemichets pour violer les enfants. Je cite. Les bébés massacrés à ces occasions seraient fournis par les services sociaux, des familles qui ne peuvent pas s'en occuper ou qui n'en veulent pas. Les bébés sont d'abord violés, puis tués une fois qu'ils sont endormis par Madame Mardon et mangés selon les enfants. Ensuite, on danse avec les os des enfants, disent les enfants. Fin de citation. La chair serait mise de côté et cuisinée, rôtie ou en friture. Des restaurants seraient impliqués aussi, des enfants citant un McDo, un Starbucks et mentionnant d'autres établissements. Les enfants expliquent aussi que lors des rituels, les adultes ont des chaussures spéciales, donc en peau de bébé, faites par des types d'un magasin de chaussures installé dans le métro, dont les enfants donnent la localisation. Il y a régulièrement des viols d'enfants à qui on donne ensuite des bonbons. Les viols et rituels ont également lieu dans une église de la ville. Plusieurs écoles de la ville seraient impliquées, et non pas uniquement celles des enfants. La leur, Christchurch, mais aussi l'école Sainte-Margaret, la Hampstead paroissiale, la Hampstead Hill School, la Fitzjohn School et d'autres. Ils dénoncent aussi des policiers. Donc je ne sais pas si on se rend compte, ça veut dire que là, sur un quartier, je ne sais pas, il y a peut-être quelques dizaines d'écoles, mais il y a 30% des écoles où il se passe ces choses-là. C'est un truc de ouf. Londres depuis les années 60, mais n'y allez pas. Je continue. Ils dénoncent aussi des policiers. Les enfants racontent aussi des viols commis par Spike et Richie, des membres des services sociaux qui viennent dans l'école pour les agresser et connaissent le père, comme dans l'affaire Amélie. Les enfants ont aussi été questionnés à plusieurs reprises sur la manière dont leur mère s'occupait d'eux, manifestement pour tenter de décrédibiliser la mère et de valoriser le père. Les mercredis, c'est le jour le plus chargé en sexe. Il y a du sexe à l'école quasiment tous les jours, un peu moins le lundi et le vendredi. Mais les mercredis, c'est l'orgie à l'école. On fait beaucoup de sexe, ils nous donnent plein de bonbons, vraiment plein de bonbons, et c'est aussi le jour où ils nous les donnent, quand ils nous donnent plein de bonbons et de l'argent aussi. Ils vous donnent de l'argent ? Oui, ils ont un jour spécial pour l'argent. Le mercredi, une centaine de personnes seraient présentes au rituel. Tous les parents ne sont pas là car il n'y a pas assez de place dans l'école. Il faut alors aller ailleurs dans des maisons comme celle de M. Hollings. Je cite. Dans l'une des églises où ont lieu les rituels, les membres du culte cuisinent des bébés dans une cuisine secrète. Fin de citation. Donc juste pour faire une parenthèse, dans le documentaire Viol d'enfants, la fin du silence, on décrit exactement le même genre de choses. C'est pas dans le cadre d'une école, mais on a une grande salle en souterrain avec une grande statue de Mammon, avec des rituels où on sacrifie des enfants à la chaîne, où il y a plus de 200 personnes dans cette salle, et où après tout le monde donne de l'argent. Voilà, donc c'est un business qui permet à ces gens de continuer à le faire, qui permet à ce réseau de continuer à se procurer des enfants, parce que malgré tout ça coûte aussi de l'argent, même si les services sociaux les fournissent gratuitement certainement. Et on se rend bien compte qu'en fait il y a une infiltration, il y a un noyautage de tous les endroits importants par ce réseau et par ces pédophiles. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens, donc souvent il y a des nids, c'est-à-dire que c'est dans des quartiers ou des régions ou des départements, et on va avoir les responsables des services sociaux, la magistrature, les policiers, etc., qui vont, où les pédophiles vont infiltrer ces endroits-là. Et une fois qu'ils sont tous en place, comme ils se connaissent et ils se reconnaissent, ils vont pouvoir commencer à mettre en place ces réseaux, coopter d'autres, virer ceux qui posent problème, et voilà comment le nid s'effectue. Continuons. Les bébés sont tués par leur père et par d'autres hommes, notamment les pères de 5 ou 6 camarades de classe, selon les enfants. Les enfants ont aussi bu du sang de ces bébés, ils disent que ça a le goût du métal. Effectivement, donc dans le sang, il y a du fer dans l'hème, Heme, donc, qui est à l'intérieur des globules rouges et qui permet la fixation de l'oxygène, donc dans l'hémoglobine. Et effectivement, voilà, tout le monde peut même le tester dans du sang d'animal, qu'on mange tous les jours, de bœuf ou quoi. Ça a le goût de métal. Ils ont aussi mangé la chair. Ils pendent les bébés à l'envers, puis les égorgent pour récupérer le sang dans des récipients, donc comme on fait du boudin. Une vingtaine d'enfants spéciaux, entre guillemets, issus de ce groupe, auraient des tatouages, mais pas les 2 enfants qui témoignent.
Je cite, et tous les enseignants qui ont aussi des tatouages de monstres, de diables, précise le garçon, qui sont sur les parties sexuelles. Fin de citation. La famille de leur père sera également impliquée dans les abus. Les enfants parlent aussi d'une de leurs copines âgée de 8 ans qui, entre guillemets, adore le sexe et qui a beaucoup de bonbons grâce à ça. Donc là, on est vraiment dans de la manipulation, dans du dressage. Donc je vous renvoie au live sur les abus rituels où notre psychologue va expliquer plus en détail les fonctionnements qui permettent aux adultes d'arriver à obtenir ce genre de comportement ce genre de comportement théâtral de la part d'enfants et les adultes pervers se délectent de se faire croire à eux-mêmes que l'enfant adore ça alors que c'est seulement une programmation, un dressage. Voilà. Deuxième partie du podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas, round 21, le réseau Hampstead-Westminster. Donc dans la première partie, on a parlé de l'ensemble de l'affaire de manière relativement synthétique, donc que ce soit au niveau des enfants de Hampstead, ou au niveau donc avec ce réseau, au niveau de Lord Janner, qui avait également des relations avec ce réseau, et également du réseau Westminster. Là, la deuxième partie va uniquement se focaliser sur les auditions des enfants de Hampstead, donc les retranscriptions. Vous pouvez visionner les vidéos de ces, en partie en tout cas, de ces auditions à la police, ou d'autres vidéos où les enfants racontent la même chose, mais là on va vraiment se focaliser sur ce qui a été dit lors des auditions à la police pour vous rendre compte à quel point l'enquête n'en tient pas compte, entre guillemets. Allons-y. Donc, les transcriptions d'audition à la police sont aussi publiées. Il y en a 3 au total, les 5, 11 et 17 septembre, audition en cours de laquelle les 2 enfants se rétractent. Lors de l'audition du 5 septembre, les enfants sont seuls face à 2 policiers, sans personne des services sociaux et sans psy. L'une d'elles donc est l'audition de la fille, 9 ans, par la police de Hampstead. L'audition est plutôt surréaliste. On dirait que le flic fait tout pour éviter le sujet des viols commis à l'école par le père et d'autres personnes, des meurtres et autres délires rituels. Les enfants semblent méfiants, et comme ils l'ont dit, ils savent que des policiers et des gens des services sociaux font partie du même réseau que leur père. Dès le début de l'audition, elle mentionne Jean Clément, Jean Clement, qui est policier. Elle précise qu'il travaille dans le sud de Londres et qu'il est sergent. Alors que sa mère a la garde d'elle et son frère, elle explique qu'elle voit son père quasiment tous les jours parce qu'il vient à l'école. On commence les citations. Le flic demande pourquoi il fait du sexe avec nous et il tue des bébés là-bas. Bien. Donc là, la petite fille répond donc. On mange des bébés, on boit leur sang. Ok. Parce que c'est comme ça qu'on fait, comme les mercredis. Le mercredi est le jour le plus spécial, le plus chargé. Spécial. Bien, ok. On va prendre cela petit bout par petit bout. Donc tu as dit que ton père vient à l'école tous les jours? Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Il vient à ton école tous les jours. Il vient n'importe quand. Quand nous sommes à l'école, le samedi, il vient et on le voit là. Où est-ce qu'il vient vous voir? À mon école, la Christchurch Primary School. Ok. La petite raconte qu'après que leur mère et les autres parents les aient amenés à l'école, Monsieur Maurice, le surveillant, fait le tour de l'école pour voir s'il ne reste pas des parents dans le secteur. Et après, ils appellent mon père et disent que tout est ok, que maman n'est plus là. Comment sais-tu cela? Parce que je les ai entendus parler à mon père. C'est exactement la voix de mon père. Exactement. Où étais-tu quand tu as entendu cela? Dans la pièce des employés, la staff room. Pourquoi étais-tu dans la pièce des employés? Parce que c'est là qu'ils me font du sexe. C'est là que ça se passe. À un moment, le flic lui demande pourquoi elle ne va pas en classe. Réponse, on va aussi parfois en classe, oui. Donc il dit, ok, tu vas en classe? Oui. Ok, et que se passe-t-il quand tu vas en classe? Donc, et après, ils font ça. Dans ma classe, il y a cette petite porte dans le fond, juste dans le fond de la classe, ils ont une petite porte et il y a une minuscule pièce. C'est ça le truc, il y a des bonbons, des prix, spécialement pour payer les enfants avec des bonbons pour faire du sexe avec eux. Bien. Oui, et alors ils donnent des bonbons autant qu'ils veulent. D'accord. Donc, ils nous donnent des bonbons jusqu'à ce qu'ils soient contents, jusqu'à ce que ça soit fait. Parce que pendant qu'ils mangent des bonbons, ils leur font du sexe. Donc, ils les paient en bonbons, et après, ils leur font ce qu'ils veulent. Ok. Parce qu'ils veulent, c'est parce que tous les enfants... Quels enfants? Oui, il y en a plein. Il y a des enfants de notre école. 200 enfants dans notre école. Et ils ne sont pas tous pareils. Il y a 20 enfants spéciaux. Qui sont ces 20 enfants? Cite Millie Cowell, le flic enchaîne. Donc elle cite Millie Cowell parmi ses 20 enfants. Comment sais-tu qu'elle fait partie des 20 enfants spéciaux? Parce qu'elle l'est, parce que je le sais, parce qu'elle vient. Ils lui font du sexe, le plus à elle.
Qui sont-ils? Les enseignants, les parents, les employés de l'école. Chacun des enseignants ou des enseignants spécifiques? Non, chacun des enseignants. Toute l'école fait cela. Toute l'école. On a notre propre église. Ok. On a parce qu'ils font des danses. Parce qu'après, comme j'ai dit, on tue des enfants, on boit leur sang, on les mange. Et après aussi, les services sociaux sont dedans. Et ils disent qu'ils vont dans les familles. Et les familles n'ont pas les moyens. Ils ont un bébé, mais ils ne peuvent pas s'en occuper. Ils ne peuvent pas acheter à manger. Ou ils ne peuvent pas acheter des vêtements. Ils ne peuvent pas s'en occuper, alors ils les vendent. Et les familles qui vendent leurs enfants. D'accord. Et les services sociaux les récupèrent. Ils disent qu'ils les ont dans des orphelinats, mais c'est faux. Ils récupèrent les bébés et les enfants et ils les donnent à Miss Marden, l'infirmière de l'école. Elle fait une injection au bébé ou à l'enfant dans le cou, juste là. Bien, ok, et comment sais-tu cela? Ben parce que je l'ai vu faire. Je l'ai vu faire. Comment tu l'as vu faire ça? Parce que je l'ai vu dans la salle des employés. Elle était en train de le faire. Donc il y a cette injection et elle l'a fait. Et le bébé était juste là, juste posé sur la table. Bien. Et elle était juste en train de rire. Et après qu'elle a fait l'injection, c'était comme s'il s'endormait doucement. Vous savez, un bruit sourd. Pas comme s'il tombait juste, on dirait qu'il bougeait lentement, comme ça. Bien. Oui. Ok. Et après le bébé dort. Oui. Et après, que se passait-il? Et après qu'il lui a fait ça, ils prennent le bébé, ils le pendent à l'envers. Et comment font-ils ça? Mais avec des cordes. De où? Bah, au mur. Parce qu'il y a des petites vis. Il y a des vis où ils mettent la corde. C'est comme un truc rond, pendu à l'envers, ils ont un truc spécial. Le couteau qu'ils utilisent pour couper la tête des bébés, mais vous savez, c'est un très très gros couteau, comme les gros couteaux des Chinois. D'accord. Avec quoi on coupe des noix de coco et ce genre de trucs? Bien. Des machettes, c'est ça? Oh, oui. La petite ne se démonte pas et continue son récit en évoquant son père qui les force, elle et son frère, à faire ces choses. On continue les citations. Parce qu'on ne peut pas. On n'est pas assez fort pour couper la tête des bébés. Parce qu'il nous apprend, il nous enseigne à moi et à mon frère pour que quand on sera grand, on fasse ça à nos propres enfants et qu'on fasse tous ces trucs avec nos enfants. Et où cela a lieu? À l'église, dans la cuisine de notre église. La cuisine dans l'église? Oui, oui, ils ont ça. Ok, bien. Et cette corde, parle-moi de cette corde. Ça y ressemble, vous savez, c'est juste une petite corde normale. Ok. Et ils sont attachés autour. Ok. Dans un cercle. Bien. Pendus au... Et où est-ce qu'ils attachent le bébé? Comme ça, par les jambes. Ils attachent les jambes ensemble, les lient avec une corde autour et une corde attachée. D'accord. Et ils sont pendus à l'envers. Le couteau, ils ne le coupent pas entièrement, c'est toujours attaché. C'est comme si la tête était partie, mais elle pend encore. Donc, ok. Oui, et il y a une sorte de boule blanche sur le sol, et le sang coule dedans, et après ils le mettent dans un grand gobelet en argent. Et donc, où est cette boule blanche? Où est-ce qu'ils l'ont récupérée? Bah, ils sont venus avec la boule blanche. Bah, de où? Bah, d'un magasin. Et où? Où ont-ils cette boule? Où ont-ils trouvé cette boule? D'un magasin. Donc, tu les as pas vus obtenir la boule? Non, je ne sais pas quel magasin, mais je pense qu'ils allaient, comment ils appellent ça déjà, près de Brent Cross. C'est près de Brent Cross. Où est-ce qu'ils la gardent? Bah, dans le placard. Dans quel placard? Bah, c'est comme un placard normal, comme un placard. Comment? Bah, comme un placard de cuisine. Bien, ok. Il est où ce placard de cuisine? Bah, il y a une cuisine à l'église et à l'école. Il explique ensuite au flic comment il peut trouver ce placard. Puis elle tente de revenir sur les meurtres de bébés que leur père les oblige à commettre. Mais le flic ne réagit toujours pas. Elle explique. Tu fais un mouvement et tu coupes la tête du bébé. Mais tu t'arrêtes tout de suite, tu fais comme ça, et tu laisses un peu d'espace, donc c'est encore sur la tête, et le sang coule juste dans la boule, c'est comme ça qu'on leur fait couler le sang. Ok, donc tu fais cela, est-ce que le sang va partout? Non, 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 on ne fait pas ça, je veux dire qu'on ne fait pas ça, on ne le fait pas autant, on fait comme ça, pas trop vite, à une vitesse moyenne, on fait comme ça. On est sûr qu'il n'y aura pas de sang à gicler partout. Ils s'assurent que tout est propre, le plus propre qu'ils peuvent. D'accord, parce qu'ils nettoient après aussi. Donc vous nettoyez? Non, non, il y a du sang au sol ou quelque chose comme ça, il nettoie. S'il y a du sang au sol. Ok, oui, oui. Donc il y a du sang dans la boule et après ils le mettent dans un gobelet en argent. Et où ont-ils trouvé ce gobelet? Bah, je sais pas, quel magasin. À un moment, le flic lui demande ce que font les employés de l'école pendant que ces rituels ont lieu dans le réfectoire de l'école. Réponse, au lieu de faire leur pas des enfants, ils donnent des bébés aux enfants. Je cite, ils donnent des bébés aux enfants. Oui, ils les donnent, ils font ça, je veux dire, ils font des spaghettis bolognaises, ils vont mettre un peu de viande de bébé tout le temps. Et comment mettent-ils de la viande de bébé dans la spaghetti bolognaise? Je ne comprends pas. Parce qu'ils les découpent. La maîtresse principale, Miss Fordyke, elle coupe les bébés.
Et que font-ils avec les os et tout ça? Oui, oui, ils gardent les os. Fin de citation. Elle explique qu'ils gardent les os pour en faire des choses, par exemple des statues dans l'église. Ils les sculptent dans un atelier de sculpture près du Swiss Cottage. Un certain Max et un certain Félix sont cités comme étant chargés de cette opération et seraient des pros en la matière. Elle explique que les adultes dansent au milieu des os, dans l'église. Elle dit que les enseignants et les employés de l'école possèdent chacun une vingtaine d'os. Elle le sait parce qu'une fois, elle les a comptés dans une pièce secrète de l'église. Elle dit aux flics qu'il peut être difficile de retrouver ces os parce qu'ils les bougent régulièrement, chez eux notamment parce qu'ils y organisent des fêtes. La fillette cite Madame Hollings, qui a une Porsche garée devant chez lui et qui possède des os. Elle décrit très précisément la maison où elle est allée plusieurs fois, ainsi que l'agencement des pièces et le mobilier. Là aussi, il y a une pièce secrète pleine de placards, où il se fait également des abus sexuels. Je cite. Comment sais-tu qu'ils y font du sexe? Parce qu'ils m'y ont mise pour faire du sexe. Qui t'a amené là? Bah mon papa et monsieur Holdings, ils m'ont prise là. Pardon, qui? Bah mon père. Le flic demande ce que c'est que faire du sexe. Réponse. Bah, ils ont des zizi en plastique, ils achètent des zizi en plastique. Bien ok. Ah oui. Et après, ils les mettent et ils les attachent, mais ils sont sûrs que ça fait mal. Ils veulent des zizi en plastique, ils ne veulent pas utiliser leur vrai zizi. Et pourquoi pas? Parce que ça ne fait pas mal, ils veulent être sûrs que ça fait mal. Donc ok, qui sont-ils? Il y a papa et qui d'autre? Monsieur Hollings, la maîtresse principale, tous les enseignants. Ok, donc papa, Monsieur Hollings, la maîtresse principale. Oui, Miss Marden, Monsieur Felony, Monsieur George. Donc, qui faisait cela quand tu allais dans cette maison? Qui était là? Bah, tout le personnel. Tout le personnel. Tous les parents, vous savez, les parents de tous les enfants. Ils savent tous pour ça. Ils le font. Ok, et tu as été là-bas? Qui utilisait les zizi en plastique? Mais tous. 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 Et où gardent-ils les zizi en plastique? Ben, ils les gardent dans des placards. Elle explique aussi que les membres du groupe ne leur font pas confiance à elle et son frère, et qu'il ne faut jamais parler de tout cela. Elle dit aussi que chaque jour, ils la vendent, elle et son frère, pour 50 livres sterling à ceux qui ne peuvent pas venir les violer à l'école. Elle cite. Alors, ils me gardent moi et mon frère pour leur faire du sexe. Ils ont leur équipement, ils ont leurs zizi en plastique et ils font ça. Des fois pendant 2 heures, des fois une, pendant les heures d'école. Le flic redemande ce que c'est que le sexe. Ils se touchent les parties privées, ils ont aussi des gros zizi en plastique et un autre en bois. Pour elle, ce n'est vraiment pas du sexe. C'est comme ça qu'ils nous font mal. Mais le vrai sexe, c'est avec des zizi en plastique. Ils les mettent dans nos fesses, et c'est ce genre de sexe qu'ils font. Pour les filles, ils les utilisent aussi devant. S'ils se plaignent ou disent qu'ils ont mal, les enfants prennent des coups de cuillère sur la tête. Je cite, c'est pour ça quand on rentre chez maman, on a toujours des coups à la tête. Fin de citation. Chez leur père, il y a une armoire qui dissimule un passage secret, qui donne sur une porte cachée dans le mur de briques, avec derrière un escalier qui descend jusqu'à un couloir. De ce couloir, un autre couloir mène à une pièce secrète. Le flic lui demande de citer des camarades qui eux aussi ont été victimes, et elle donne les noms de 4 ou 5 copines avant de dire « Mais il y a plein d'enfants, plein !» Elle dit que plein d'écoles de la ville qu'elle nomme ou décrit sont déjà aussi dans le système. Ensuite, c'est son frère qui a entendu. Il explique qu'il a un problème à l'école parce que son père est ami avec toute l'école. Je cite. Il raconte comment chacune de leurs instituts est devenue amie avec leur père, et qu'ensuite elles ont introduit des collègues. Il cite les mêmes noms que sa sœur, notamment Monsieur Hollings, qui est aussi un institut et un grand ami de son père. C'est celui qui gare sa Porsche devant sa grande villa. Allons-y pour l'audition du garçon. Quand est-ce que ton père t'a dit cela? Quand il avait du sexe avec moi. Et qu'est-ce que cela veut dire, le sexe? Qu'est-ce que tu veux dire? Il me touche les parties intimes, et il me touche les parties intimes, et il me plante un zizi en plastique. D'accord. Dans mon derrière. Et après, ça saigne. Ok. Oui. Ok, ton père fait du sexe avec toi et cela signifie qu'il te touche les parties intimes. Oui. Qu'il met un zizi en plastique dans mon derrière, dans ton derrière. Un gros énorme. Ok, ok. Mais comment tu sais que c'est un zizi en plastique? Bah, je le vois avant. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, je vois le zizi, il me le montre. Il me laisse voir le zizi en plastique. Ok, donc dis-moi un peu à quoi ressemble ce zizi. Bah, ça ressemble à un vrai, mais c'est en plastique. Fin de citation. Apparemment, ils les rangent toujours dans le même ordre. Le marron tout en bas, puis un doré, puis un blanc. Le flic demande combien ils en ont. Réponse. Des millions, ils les achètent, ils en fabriquent aussi, il les fait dans son abri de jardin, ils font le plastique et il les fait. Comment tu sais cela? Je les ai vus faire avant. Et il a un ami qui s'appelle Daniel et ils font ça. Fin de citation. Au sujet de ces objets,
Et le garçon explique que c'est très grand et gros et que ça fait très mal, et que souvent ça le fait saigner, et que c'est son père qui est le plus gros de couleur noire. Donc, recitation. La dernière fois que c'est arrivé, c'était le dernier jour d'école, explique le gamin. On avait une grande fête au dernier jour d'école et mon père va à l'école. En fait, mon père, il ne me laisse rien apprendre, il ne me laisse pas avoir une éducation. Donc tu es à l'école, il y a une grande fête, oui. Qui donc est à cette fête? Monsieur Hollings, l'enseignant des quatrièmes années. Fin de citation. Puis il énumère un certain nombre d'enseignants et explique que la maîtresse principale lui a mis un zizi dans les fesses et que tous les enfants présents à la fête lui ont fait du sexe. Je cite. Et tu sais combien d'enfants il y a dans mon école? 200, 300 enfants. Et tous ces enfants ont du sexe avec toi? Oui, et d'autres écoles sont impliquées. Fin de citation. Quelques minutes plus tard, le flic revient sur la fête et demande ce qui s'est passé à la fin. Citation. Mon père, il tue des bébés et il mange la viande. Ok, bien, parle-moi du genre de cette fête. Oui. Ok, donc la fête, elle ressemblait à quoi? Je n'aimais pas cette fête. Pourquoi? Ils m'ont touché. Qui? Ils m'ont frappé, mais parti de devant, ils m'ont fait mal, et quand ils mettent un gros zizi en plastique dans mon terrière, et quand ça saigne, si je pleure, vous savez, des cuillères en spaghetti, comme celles en métal, et si je pleure, ils me frappent à la tête avec ça. Ok. Et si je pleure encore, ils me frappent encore, mais si je pleure encore plus, là, l'infirmière, Miss Marden, elle me fait une injection et je dors. Et l'injection dans mon cou, et je m'endors directement. Fin de citation. À cette fête, le garçon dit que son père, les enseignants, deux amis à eux, des parents d'élèves lui ont fait du mal. Le flic lui demande pourquoi les gens lui font ça, mais le gamin ne sait pas. Il dit que lui n'a rien fait. Mais il ajoute: Mon père a construit une religion étrange, très étrange. Il propose de donner les noms des parents et des enfants présents, mais le flic préfère savoir pourquoi sa mère n'était pas à la fête. Réponse: Parce qu'elle ne nous touche pas, elle ne nous fait pas de sexe. Pourquoi elle n'était pas là, répète le flic. Parce qu'elle ne nous fait pas de sexe, répète le petit. Je sais qu'elle ne fait pas de sexe avec vous, mais elle est super bien. D'accord, mais ce n'est pas une raison pour ne pas aller à la fête, hein? Non, il n'y a pas de raison, c'est juste qu'elle est végane et la fête était non végane. Il explique que la fête a duré une partie de la journée et que, au lieu d'avoir classe, au lieu d'avoir anglais, au lieu d'avoir science, on a eu du sexe. Et la fête, et on a mangé des bébés. Fin de citation. Puis tout le monde a dansé et ça a été la partouze. Le flic demande ce qu'est le sexe au garçon. Il précise: Ils me touchent les parties intimes, ils me disent de leur lécher les parties intimes. Fin de citation. Après la fête, leur père les a ramenés chez leur mère et ils n'ont rien dit car ils étaient menacés et effrayés de parler. Il ajoute que son père est, entre guillemets, le chef de toute la religion, de tout le culte, il est comme le chef. Fin de citation. Cette religion n'a pas de nom, selon le garçon. Le truc, ce serait juste, d'après son analyse de gamin de 8 ans, de manger des bébés et de les tuer. Je cite: Mon père tue des bébés et on l'aide à les tuer, mais notre père nous force à le faire. Fin de citation. Les auditions sont très longues et parfois les enfants sont laissés seuls de longues minutes alors qu'ils viennent d'évoquer les pires horreurs. Lors de cette première audition, le garçon est laissé plus de 20 minutes tout seul en plein milieu de l'audition et commence à paniquer avant de se mettre à pleurer. Maintenant, on attaque l'audition du 11 septembre. Donc, on est avec l'audition cette fois de la petite fille. D'emblée dans cette interview, le flic précise que la fille peut profiter que sa mère n'est pas là pour parler sans risque de la vexer ou de l'énerver. Il vérifie bien qu'elle connaît la différence entre le mensonge et la vérité et revient sur l'église où se déroulent les rituels. Il décrit en détail les couloirs, les sous-sols, les passages et pièces secrètes de l'église qui est juste à côté de leur école. Il y a notamment la salle des rituels avec une grande table au milieu, une crèche et une autre pièce avec des ossements. Dans la deuxième partie de l'audition, le flic passe de longues minutes à faire détailler le régime alimentaire qu'ils ont à la maison. Elle explique que tout est vegan et que souvent ils aimeraient manger des bonbons. Puis, il explique que depuis 3 ans, elle fait de la méditation, mais sa mère n'aime pas cela depuis qu'elle a appris qu'ils avaient du sexe et mangeaient des bébés. Elle raconte aussi que leur père leur a appris à voler, si bien qu'il prenait de l'argent dans le portefeuille de sa mère pour acheter des bonbons ou parfois donner de l'argent à son père. Là, le flic revient immédiatement sur le compagnon de leur mère, Abraham, pour lui demander comment il est. Et la gamine dit: Il est sympa, mais quand on lui a parlé du Maroc, on avait peur de parler, alors on a un peu menti. On a beaucoup menti même. Fin de citation. Elle précise qu'ils ont seulement accusé leur père et n'ont pas du tout osé parler des meurtres de bébés ou du reste. Elle raconte qu'ils ont dit à Abraham que le seul moyen pour qu'il parle était de les frapper, donc il l'a fait un petit peu avec une cuillère comme leur père. Elle précise qu'il ne l'a fait qu'une seule fois.
Par contre, elle ajoute que son père les frappe très fort jusqu'à les faire saigner. Mais là, le flic ne lui pose aucune question, évidemment. Il n'a semblé intéressé que par les maltraitances éventuelles du beau-père, appelé Papa Herbe, car il fume et cultive du cannabis. Le père ne l'intéresse pas. Mais la gamine a envie de parler et précise les violences qu'il leur fait, devant un flic qui fait « Ok, oui, d'accord ». Au cours de cette audition, elle décrit une église dans laquelle des rituels ont eu lieu et où des ossements d'enfants de bébés sont conservés selon elle. Elle raconte aussi qu'elle a vu son père manquer de tuer sa mère lors d'une crise de violence, si bien qu'il a fallu appeler la police, arrivé sur place en 15 minutes. Mais le père est parti quand la police est arrivée, en tentant de prendre les enfants qu'il voulait amener à une « soirée ». À l'époque, elle avait 3 ans, et le flic lui demande comment elle peut s'en souvenir, si sa mère ne lui a pas raconté cette histoire. Mais la petite est très claire, et elle dit « Je m'en rappelle », et elle répète « Je m'en rappelle ». Audition du petit garçon. Là aussi, le flic passe beaucoup de temps à faire parler l'enfant de sa mère et de son beau-père, mais à part la consommation de cannabis, l'enfant ne raconte rien de bien intéressant pour lui. Il explique que leur père a vite été en contact avec les enseignants de leur école via leur enseignante, Madame Wilmer. Tous les enseignants de l'école le connaissent, et il raconte que des viols avaient lieu, notamment dans les toilettes, à la piscine, avec leur père, plusieurs enseignants et parents d'élèves, les parents de ses amis, qui leur mettent des godemichés dans les fesses, et il dit qu'il a saigné à cause de cela. Il dit qu'une dizaine d'enseignants sur les 30 à l'école étaient présents. Il dit que son père a des photos de lui et sa sœur nue dans son ordinateur. Il répète que son père a tué des bébés, qu'il l'a obligé à faire pareil en lui donnant un couteau, en lui tenant la main. Alors que leur mère les éduque à manger des légumes, il dit que leur père ne les amène que dans les fast-foods où ils n'aiment pas la junk food, entre guillemets. Donc les enfants n'aiment pas la junk food. Il leur donne aussi de l'alcool et de la poudre blanche à sniffer, et le gamin raconte l'effet de l'alcool et de la poudre sur lui. Donc évidemment, la poudre blanche à sniffer, c'est de la cocaïne. Audition du 17 septembre. C'est là où on arrive sur les pseudo-rétractations. Donc vous imaginez comment le truc se déroule quand même. Entre le 5, le 11, on voit que les attitudes des flics changent. Donc en fait, c'est juste, ils ont des stratégies, voilà, pour arriver à faire en sorte de tirer ce qu'ils veulent des enfants et pour arriver à la fin à garder uniquement ce qu'ils veulent, alors que les gamins sont des gamins, mais hallucinants, parce qu'ils répètent de manière circonstanciée, précise, répétée, malgré les abus, malgré la drogue, malgré les pressions, malgré tout, dans toutes les interviews, dans toutes les auditions et même les interviews qu'on peut y avoir, que la mère a faites, etc., ils répètent de manière hyper précise tout ce qu'ils ont vécu. C'est absolument irréfutable. Donc, on reprend. Audition du 17 septembre. Les 2 enfants ont été amenés au commissariat par la police, venus les chercher en voiture. À ce moment, ils étaient dans un foyer. Au cours de ces auditions, donc, il y a surtout la fille qui parle, mais aussi le garçon. Ils reviennent sur la quasi-totalité de leurs accusations contre leur père. Ils racontent notamment qu'elle ne fréquente plus une de ses copines, Sophie, parce qu'elle touchait les parties intimes, lui disant de faire pareil et la maltraitait. De manière surprenante, elle explique que leur père ne les a jamais touchés, et qu'il ne s'est rien passé, ni à l'église, ni à la piscine. Et elle dit qu'en fait c'est Abraham, le copain de leur mère, qui l'a poussé à dire ça. Elle dit que leur père n'a jamais rencontré le personnel de l'école. Elle dit qu'elle n'a jamais été chez Madame Holdings, alors qu'elle a décrit précisément sa maison auparavant, l'adresse, l'intérieur, le mobilier, les pièces. Elle dit que c'est elle qui a manipulé son frère en lui disant des choses fausses qu'il a répétées. En gros, elle aurait manipulé sa mère, son compagnon, son frère qui aurait cru ses mensonges. Trop forte la gamine, 9 ans. Elle explique qu'Abraham se prend pour son père, disant qu'il les aurait sauvés de leur vrai père. Alors juste quand même, parenthèse sur ces accusations de manipulation et de faux témoignages des enfants. Il y a des études qui ont été faites, moins de 2% des enfants mentent, et dans ces 2%, la plupart des cas, c'est le papa qui manipule les enfants. D'accord ? Donc ça, c'est des études qui ont été faites. J'ai pas la source là tout de suite, mais vous la retrouverez sur le site Wanted Pedo, notamment dans un article qui s'appelle Syndrome des faux souvenirs. Et moi, je veux bien, il arrive de temps en temps qu'une adolescente, donc entre 15 on va dire, et 18 ans, invente des choses en disant qu'elle s'est fait enlever, etc., ou alors qu'elle est, une passion amoureuse pour un professeur, ou qu'il y ait des histoires qui puissent être inventées par une adolescente. Ça arrive. Peu, très peu, mais ça arrive. Et dans quasiment 100% des cas, cette gamine, vous la prenez entre 4 yeux, entre 2 commissaires, ça ne tient pas.
Rien n'est circonstancié, elle est très vague, elle est très élusive, elle est très émotionnelle, et en deux temps, trois mouvements, tout le monde se rend bien compte qu'elle dit n'importe quoi. C'est juste une adolescente. Hein, c'est pas une adulte qui est capable de monter tout un bateau hyper bien ficelé. Ok. Et ça se voit. D'accord. Là, on parle d'une enfant de 9 ans qui aurait été capable de répéter de manière hyper circonstanciée tout en se trompant sur rien et soi-disant, ah non, en fait, elle a tout inventé. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Inventer ça? Inventer des bébés qu'on tue? Non mais oh, je veux même pas croire comment un policier ou un juge peut croire ça. C'est une farce. C'est une triste farce. Bon, reprenons. Donc elle explique qu'Abraham se prend pour son père, disant qu'elle les aurait sauvés de leur vrai père. Après qu'il ait raconté un film de Zorro qu'ils ont vu, le flic conclut qu'elle a mélangé le rôle du méchant avec son père et que c'est le méchant du film qui tuait des bébés et pas son père. Alors, je veux bien. Enfin, là, on rêve, on est encore dans une autre parenthèse. C'est pour ça qu'ils font exprès d'hypersexualiser les enfants et qu'on va faire en sorte que, si possible, donner des téléphones portables aux enfants dès le primaire, dans la cour d'école, pour que tout le monde voit du porno, pardon. Si tous les enfants ont une fois vu du porno, et aujourd'hui on en est là, c'est-à-dire que moi personnellement, voilà, j'ai une quarantaine d'années, il n'y avait pas les téléphones portables à l'époque, mais je veux dire, le porno, on voyait ça au lycée, quoi. On voyait ça au moment où ça commençait à nous émoustiller les hormones. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus au collège. Et il faut absolument pas que ça descende au primaire, qu'il n'y ait pas de téléphone portable au primaire. D'accord. Parce que des parents un peu chelous, c'est pas compliqué hein, de montrer au gamin ou de montrer sans montrer, et puis qu'après le gamin dans la cour d'école le montre à ses autres. Parce qu'une fois qu'on a ça, mais c'est tellement facile de dire mais votre enfant il a déjà vu du porno, il nous l'a dit, donc en fait il mélange tout entre la réalité et la fiction, tu sais, parce que les gamins ils voient pas la différence entre un écran et puis un pénis dans leur anus, bah, bien sûr que non, bien sûr, hein, ils voient pas la différence entre la réalité et l'écran, mon cul ouais. Et au final, c'est ça l'argument qu'on va sortir. C'est, vous voyez, en fait, il a pu tout inventer puisqu'il sait ce que c'est. Parce que nous, l'argument qu'on a, c'est évidemment, c'est un enfant de 9 ans ne peut pas inventer ces choses-là. D'accord. Il a jamais vu un godemiché. Là, on parle de zizi en plastique. À quel moment tu vois un godemiché quand t'as 7, 8, 9 ans? D'accord. Si tu en as déjà vu un, c'est qu'il y a un problème. Et il faut chercher le problème. Donc bref, vous voyez toujours ce truc avarié de comment montrer aux enfants de plus en plus jeunes des choses violentes, si possible sexuelles, pour qu'après ça puisse se retourner contre eux dans les procès s'il y arrive des choses et qu'ils racontent les choses. Passons. Donc, soi-disant, c'est dans le masque de Rose de Zorro. J'ai pas vu le film, mais je suis pas sûr que dans le masque de Rose de Zorro, il y ait des bébés qui se fassent égorger. À ma connaissance, c'était un film grand public et même pas un film d'horreur, donc ça me paraît totalement le délire. Continuons. Un peu plus tard, dans l'entretien, elle dit qu'elle ne veut pas retourner chez sa mère. Entendu à son tour, le garçon dit aussi qu'Abraham l'a poussé à dire des mensonges à propos de leur père. Mais il déclare qu'il a dit la vérité sur la crèche, les bébés tués par son père, même s'il n'y en a pas eu autant qu'il le dit. Puis le flic lui redemande s'il y a eu des bébés tués. Et là, finalement, le garçon il dit que non. Ce serait Abraham qui l'aurait obligé à mentir. Quant aux pièces secrètes qu'il a décrites dans la maison de son père, il y en aurait, mais pas tellement. Dans l'église, il dit d'abord qu'il y avait des pièces secrètes, puis dit que non, et qu'Abraham l'a forcé à dire qu'il y en avait. Abraham l'aurait accusé d'avoir tué des bébés et lui aurait demandé ce qu'il faisait ensuite avec les os, alors il a inventé. Il déclare qu'il n'est jamais allé chez Madame Hollings, parce qu'elle est enseignante de sa sœur et pas la sienne, et que si il dit que son père y réside désormais. Mais il dit que son père réside désormais chez Madame Hollings. Contrairement à sa sœur, il maintient que son père et Madame Hollings sont des amis très très proches. Alors juste quand même, remettons-nous dans un monde normal. Dans une enquête normale, dans un monde normal avec des policiers normaux, des enfants disent ça, c'est quand même pas compliqué d'avoir un mandat de perquisition et d'aller dans cette église, chez ce monsieur, et d'aller vérifier s'il y a effectivement des pièces secrètes. Qu'elles aient été nettoyées ou pas, ok, mais des caves, ça se détruit pas comme ça. Ça se voit, hein, ça se comble pas en 2 secondes, et s'il y a des travaux de fait, ça se voit, donc il suffit d'y aller rapidement, c'est quand même pas très compliqué. Hein. Bon, allez, on passe. Il ajoute que les bâtons en plastique dans les fesses, c'était vrai. Donc là, on voit bien en fait que comme c'est la grande, ils ont complètement tourné le cerveau de la grande, qui mène le truc, qu'ils ont essayé de briefer comme ils pouvaient le petit, mais le petit, il a plus de mal, c'est le deuxième, et il n'arrive pas à tenir les mensonges qu'on lui demande de dire, quoi. Donc, mais le flic, lui, il est briefé aussi, donc ça va, il va prendre la part des choses qui lui convient.
Puis le flic lui rappelle qu'il ne doit pas mentir, lui fait comprendre que sa sœur a dit autre chose, et que lui, il dit avoir menti sur cela. Vous voyez? Donc en fait, le flic, il est briefé, il n'y a pas de souci, il est dans la team. Ce serait encore Abraham qui l'aurait amené à dire ça à force de le frapper. Le flic lui dit bien que s'il a menti avant, ce n'est pas grave, mais maintenant, faut dire la vérité. Je cite, le flic lui demande « Est-ce que ton père t'a déjà fait quelque chose que tu n'aimes pas ?» Et le gamin dit non. « Il ne t'a jamais fait mal et ne t'a jamais rien mis dans ton derrière ?» Non, il est vraiment sympa. Alors, vous voyez la vidéo, je veux dire, la différence d'expression des gamins entre ces moments-là et les moments d'avant où ils sont complètement dans je me livre, je me soulage d'un poids, je pleure, c'est terrible, il y a des émotions de ouf, j'ai des signes évidents de stress post-traumatique, etc. Et ce moment-là où ils ont des réponses, où c'est un mot, et voilà, limite ils baissent la tête, enfin c'est tellement évident. Continuons. Et de préciser que la semaine dernière, pour la première fois, ils sont allés faire les magasins avec lui et qu'il leur a donné 10 livres sterling. Ah bah c'est génial, tout a changé. Alors s'il leur donne 10 livres sterling qui vont au magasin. Le flic lui demande s'il aime Abraham et le gamin répond qu'il le déteste. Il dit que maintenant, plus personne ne les embrasse ni ne les touche, et il sait que c'est interdit. Le flic lui rappelle qu'il a été chez le docteur et lui demande ce qu'il a trouvé. Il cite, il répond « Des ecchymoses au derrière ». Et comment tu les as eus demande le flic. Et le gamin dit « Je n'en sais rien ». Non mais c'est hallucinant. On constate dans ces dernières auditions qu'il y a de nombreuses hésitations, surtout de la part du garçon, et même des contradictions. Par exemple, une fois, il dit qu'on lui a mis des bâtons en plastique dans les fesses avant de se rétracter. Idem pour les pièces secrètes. Le frère et la sœur se contredisent parfois, alors que c'était pas le cas dans leur déclaration précédente. Cependant, les rétractations de sa sœur ont un aspect plus crédible, elle est bien briefée, elle est droite, elle est plus grande, et elle arrive à bien raconter ce qu'on lui a demandé. Audition du père, cette fois, le 15 septembre. Il est reçu avec beaucoup de politesse, avec son avocate. Il s'est rendu de lui-même au commissariat et on lui rappelle bien qu'il n'est pas en état d'arrestation. Il dit qu'il n'avait pas vu ses enfants pendant 2 ans jusqu'en mai 2014, alors que les faits se seraient produits à partir de 2013. En mai 2014, il les a revus en lieu médiatisé. Puis en juin, le tribunal a déclaré qu'il pouvait revoir ses enfants une fois toutes les 2 semaines pendant 4 heures d'abord, puis 7. Il raconte longuement les activités qu'ils ont fait ensemble lors de chaque rencontre, comme aller à la piscine, faire les magasins. Évidemment, il dit qu'il n'a jamais rien fait à ses enfants et que c'est leur mère qu'il qualifie de folle, qui leur met des choses dans la tête et cherche à les éloigner de lui. Il dit qu'il a vu son ex, la mère des enfants, sur un site porno. Ah bon, il faudrait déjà le prouver. Elle l'aura accusé à tort de harcèlement, suite à quoi les flics lui auraient seulement demandé de ne plus l'appeler. Mais à cause de cela, dit-il, il a fallu attendre encore 10 mois pour revoir ses enfants. Il dit qu'une fois, son fils est entré dans la chambre de sa mère et a vu un rapport sexuel avec son compagnon. Je cite, « Il dit plusieurs fois qu'il est un bon père, qu'il est un père fantastique même, qu'il a gagné toutes les procédures, toutes, chacune d'entre elles, et qu'il a été traité comme un criminel par les services sociaux. » Fin de citation. Donc, il nous fait encore les violons du père victime, la pauvre petite victime, et de la mère complètement folle, on est dans le patriarcat total. Je vous rappelle quand même que, selon les enfants, il est tout le temps à l'école. Donc c'est quand même pas très compliqué, par exemple, de revoir s'il n'a pas son téléphone portable sur lui à un moment donné. Peut-être qu'il est intelligent qu'il ne l'a pas pris, mais peut-être pas. Et à un moment donné, ces gens sont tellement dans l'impunité, et ils savent tellement qu'ils sont couverts. Bon, ben voilà, il y a des choses très matérielles, très simples, pour arriver à savoir ce qui s'est passé. On continue. Lors de cette audition, le père n'a été questionné que sur l'épisode de la piscine, et rien n'a été vérifié, ce que je vous dis. Donc, aucune question sur les fêtes, aucune question sur l'église, aucune question sur l'école, question sur rien, ni ses connexions, donc connexion téléphonique, ni son emploi du temps, ni ses disques durs. Ce qu'il faut faire, c'est une perquisition hyper rapide sans qu'il soit au courant. Tu vas saisir tous ses ordinateurs chez lui, tu as toutes les preuves. Ah ben non, ça serait dommage, on risquerait de traumatiser les gens. Pourtant, on aurait pu l'interroger sur moult choses, comme ses liens avec un groupe dirigé par une sorte de gourou, une vietnamienne hyper riche et anticommuniste appelée Ching Hai. Il a fait une retraite, entre guillemets, de 2 jours dans le cadre de sa formation en décembre 2003 à San José, en Californie. Ching Hai se situe dans une forme de bouddhisme et une disciple d'un certain Takar Singh, aux mœurs dissolues et dont certains ont souligné les penchants satanistes. Hai a été l'un des grands soutiens de Clinton pendant le Monica Gate. Cette organisation... donc vous voyez le site web sur l'article, prône le véganisme et fait aussi dans le business
autant dans le business que dans la charité à travers le monde, en visant les enfants et les catastrophes naturelles dans les pays pauvres notamment. Ah bah oui, formidable, on va dire. Aider les pauvres petits-enfants vulnérables, mais oui, et puis faire des orphelinats au Cambodge. Je vous renvoie au podcast sur le réseau Triangle, ou sur l'affaire du juge Broali, un grand classique. Tenez-vous bien, le père, en plus d'avoir eu tout loisir d'être gentiment pas cuisiné du tout par les flics, va avoir une interview à la BBC. En avril 2015, le père a été interviewé par la BBC au sujet de l'affaire. Je vous conseille de voir cette interview, c'est évident. Il y a juste marqué coupable sur son front, quoi. Il a pu expliquer à quel point les accusations contre lui étaient horribles. Ses enfants l'accusaient d'être à la tête d'un réseau satanique, d'avoir tué des bébés dont il buvait le sang et de les avoir violés. Histoire d'appuyer son propos et d'émouvoir le public, il a même pleuré. Oh, il a pleuré. Il donne exactement la même version que ses enfants lors de leur rétractation et accuse le copain de la mère d'avoir amené les enfants, sous la menace de coups, à dire n'importe quoi. Ah, bah oui. Pourtant, lors de son audition à la police, il a assuré que c'est la mère qui faisait pression sur les enfants et non pas le beau-père. Ce qui a l'air de l'embêter le plus, c'est que les propos des enfants ont été diffusés sur le net et que des dizaines de milliers de personnes ont vu ces vidéos. 4 millions de personnes, paraît-il. Ah bah oui, ça, pour la réputation, vraiment le pervers narcissique total, quoi. Le mec, ses enfants ont des certificats médicaux comme quoi ils se sont fait défoncer l'anus. Il en a rien à foutre. Ah, mes enfants étaient violés? Bah, bon, bah... Non, mais en fait, c'est quand même triste, hein. Mes enfants, ils disent des choses horribles sur moi, sur Internet. Mec, zéro empathie, quoi. Complètement cinglé, quoi. Allez, passons. Dans un élan de charité, il se dit triste pour la mère, qui ne fera plus partie de leur vie. Ah oui, vraiment. Il nie au passage toute violence conjugale ou familiale, à part 2 ou 3 fois où il admet avoir un peu secoué son ex, mais c'est parce qu'elle a été méchante avec lui. Non mais, on est dans la cour d'école, alors que ces faits sont avérés par des rapports de police. Il aurait difficilement pu le nier puisqu'il a été condamné pour cela en 2010. La journaliste, entre guillemets, se permet même de dire « On sait maintenant que toutes les accusations sont complètement manipulées. » Non mais plus c'est gros, plus ça passe. La nuance dans le journalisme, oui, bah, pas tout le temps, hein. Et de souligner que les vidéos vont nuire aux enfants. Alors ça, c'est le truc qu'on a tout le temps. Nous aussi, à Wanted Pédo, on fait un article sur les enfants, même en anonymisant les prénoms des enfants, forcément, on va quand même parler de la maman protectrice, ce qui est souvent le cas, et on va dire bah, dans quelle ville, éventuellement son nom, pour que les gens puissent la joindre, et un contact, pour que les gens puissent l'aider si elles le veulent. Et là, le dernier argument des services sociaux, c'est de dire ça. Ah non, mais vous exposez les enfants à des menaces, parce que sur Internet, il peut y avoir n'importe qui. Là, on parle d'enfants qui se sont fait violer par leur père. Mais les services sociaux, eux, ils se soucient de la e-réputation des gosses. Non mais, bref, passons. À ce sujet, il est clair que ne pas avoir flouté les visages des enfants a été une erreur. Donc effectivement, pour des gens qui voudraient agir dans le sens des enfants, il vaut mieux flouter le visage des enfants et anonymiser les noms dans les articles, des prénoms des enfants dans les articles et leurs noms. Souvent d'ailleurs, ça peut arriver que les enfants portent le nom du père. Donc donner le patronyme de la mère n'est pas un problème, puisqu'en fait ils n'ont pas le même patronyme. Sauf pour des gens locaux qui connaissent, mais sinon on ne retrouve pas. On a le même problème dans l'affaire Amy de Lisa, où certains ont été diffusés les vidéos non floutées des enfants en donnant leur prénom. Donc effectivement, voilà, les parents, ils filment, et puis à un moment donné, ils savent pas forcément faire des montages. Flouter les enfants de visage sur une vidéo, c'est pas un truc qui est facile à faire, hein. C'est du image par image ou des choses un peu plus techniques. Tout le monde ne sait pas faire ça, ou alors faut payer quelqu'un pour le faire. Enfin voilà, les mamans, elles réagissent, elles postent ça sur Facebook, c'est l'époque, quoi. Voilà, mais effectivement, ça serait mieux. Le père des enfants s'est fait une joie de les diffuser auprès de leurs copains d'école, si bien qu'ils n'ont plus qu'une porte de sortie, nier les faits et s'en prendre à leur mère. Ah oui, c'est un problème de les diffuser sur Internet, mais lui par contre, il se prive pas de les diffuser à tout le monde au sein de l'école et aux autres parents. Mais vu les circonstances, on peut comprendre que la mère n'ait pas vu d'autre solution pour les protéger, comme je vous le disais. D'ailleurs, dans les deux cas, la justice, entre guillemets, a aussi sauté sur l'occasion pour incriminer les mères d'avoir fait cela, comme si c'était pire que ce que dénonçaient les enfants. Voilà ce que je vous disais. Absence d'enquête. Au final, aucune des personnes accusées par les enfants n'a été arrêtée, et encore moins jugée. Et d'ailleurs, j'ai pas les détails, je me demande bien qui a été auditionné, à part le père. J'aimerais bien savoir si le personnel de l'école, les autres parents d'élèves ont été auditionnés.
et qu'on puisse au moins recouper un petit peu leur dire. À part ça, leur père, aucun n'a même été entendu. Ah oui, ça. Et à part leur père, aucun n'a même été entendu par les flics. De plus, l'audition du paternel a été des plus soft, et en réalité, les flics l'ont laissé raconter ce qu'il voulait. C'était même pas un interrogatoire. Ils ont même pas essayé de le coincer. Aucun des autres enfants, cités par la fille et son frère, n'a été entendu. Aucun des autres enfants de l'école. Et finalement, la justice a simplement décidé de ne pas tenir compte de leurs témoignages, des enfants, pourtant consistants. La juge n'a pas non plus tenu compte d'un certificat médical du docteur Hodge qui constate un réflexe de dilatation anale prolongé est lié à des viols anaux, ainsi que des cicatrices anales repérées chez 2 enfants. Donc les enfants sont médicalement violés, et tout le monde se fiche de savoir qui l'a fait. Extraordinaire. Mais comme ce réflexe arriverait aussi à des enfants qui n'ont pas été violés, bon, c'est superbe, le juge a écarté ce certificat. Ah oui, ça c'est les fameux juges psychologues experts en pédopsychiatrie, les fameux juges qui sont capables, qui ont toutes les compétences. Un médecin a aussi diagnostiqué chez les 2 enfants des syndromes de stress post-traumatique. Les enfants ont aussi parlé des abus commis par leur père et à l'école à ces médecins. Des tests ont été effectués à partir des cheveux des enfants, mais comme on y a certainement trouvé les traces de multiples drogues, eh bien les résultats n'ont pas été communiqués à leur mère, qui ne peut donc pas les utiliser pour sa défense. Donc là, complètement à côté de la loi. C'est illégal, car bien sûr, elle est accusée d'avoir obligé les enfants à mentir au sujet de leur père. Lui est passé pour la victime et a été traité comme tel par la justice. Suite aux rétractations du 17 septembre, la police a cessé son enquête. Aucune perquisition et aucune saisie n'ont été effectuées. Aucun des lieux cités par les enfants n'a été passé au peigne fin, histoire de retrouver des traces ou des preuves. Donc on est vraiment dans la version accusatoire. À la limite, s'ils avaient retrouvé de la cocaïne dans les cheveux des enfants, ils auraient dit que c'était la mère qui leur avait donné, quoi. C'est quand même extraordinaire. En novembre 2014, les 2 enfants ont été placés dans une famille d'accueil, à qui ils ont répété leurs accusations et évoqué le quotidien qu'ils vivaient. C'est la mère qui a été accusée d'avoir rentré toutes ces horreurs dans la tête des enfants. Et l'affaire est traitée comme un banal cas de négligence parentale, de la part de la mère évidemment. Donc là, on est complètement dans ce qu'on appelle le syndrome d'aliénation parentale, ce faux syndrome qu'on va mettre sur les mères pour faire croire que c'est elles qui ont fait en sorte de manipuler leurs enfants, pour qu'ils inventent des viols de la part du père. Extraordinaire. Ça paraît effectivement... non mais imaginez, c'est tellement absurde quoi. Vous vous séparez d'un mec, et pour avoir l'autorité parentale complète et qu'il n'ait pas la garde, vous allez monter un bateau énorme, complètement pas circonstancié, machin et tout machin, pour qu'il n'ait pas la garde. Mais enfin, il faut être stupide. Mais personne ne fait ça. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Comment cette théorie peut être ne serait-ce que crédible? Bon, passons. À partir de ce moment-là, tout contact entre les enfants et leur mère ainsi que leur famille maternelle a été coupé et les droits parentaux de la mère ont été supprimés, si bien qu'elle n'a plus d'informations sur leur santé ou leur scolarité et n'a plus son mot à dire sur rien. Donc en gros, elle a l'autorité parentale, mais ça se limite à 0. Depuis 2015, plusieurs sites ont commencé à fleurir, disant que toute l'affaire était un hoax. Ah oui, était une intox, une fake news, bien sûr. C'est à ce moment, une femme, Sabi McNeil, a publié des documents judiciaires sans l'accord de la mère, selon cette dernière, si bien qu'en février 2015, une dizaine de flics tentent de l'arrêter à son domicile, mais elle parvient à s'enfuir. Donc là, quelqu'un, peut-être qui voulait aider la mère, publie des documents judiciaires, donc secret de l'instruction, et ça permet d'accuser la mère et peut-être de l'arrêter pour avoir violé le secret de l'instruction, instruction qui n'existe même pas, puisque l'enquête est terminée et close. Non mais on hallucine. En mars 2015, un tribunal a décrété que les propos des enfants étaient sans fondement et qu'ils avaient carrément été torturés par leur mère et son compagnon pour les forcer à faire de fausses accusations. Apparemment, des traces de cannabis ont été retrouvées chez les 2 enfants. Abraham se faisait appeler Papa Hemp, Papa Herbe. Rien sur d'éventuelles traces de cocaïne par contre. Non mais attends. En juillet 2015, alors que la petite fille, elle a les cheveux, ils font 40 cm. Hein. Donc à 1 cm par mois, il y a de quoi retrouver de la cocaïne sur plusieurs années. En juillet 2015, la mère a tenté de rouvrir l'enquête sur les abus et de récupérer les enfants, en vain. Le mois suivant, le père obtient la garde exclusive des enfants, qui doit être effective dans les 12 mois suivants. En novembre 2016, une association assez sulfureuse, l'IPCC de Kevin Annett, écrit à la mère que l'enquête de police n'a pas été menée sérieusement. Bon, après, ça c'est le milieu
les soi-disant associations de protection de l'enfance dans les anglo-saxonnes, c'est un peu comme chez nous, il y a du lard, il y a de tout, il y a à boire et à manger. Et il y a aussi des faux nez. Plus récemment, fin août 2017, un blogueur américain a été envoyé en prison pour 9 mois lors d'un passage à Londres pour avoir harcelé des personnes dénoncées comme étant liées à l'affaire. D'après l'avocate de plusieurs familles incriminées, l'objectif est de réduire au silence toute personne qui s'en prendra à ces innocents entre guillemets. Et divers blocs satanistes ou assimilés de relayer la nouvelle et de s'en réjouir. Ah oui. D'ailleurs, il est assez étonnant de voir une espèce de communauté satanique et revendiquée comme telle défendre bec et ongle Richie Derman et ses acolytes. Et ils nous refont le même coup de la panique satanique des années 80, car c'est bien connu, dès que les braves gens parlent de satanisme, c'est qu'ils sont dans un délire le plus complet. On peut s'interroger, est-ce que le papa n'aurait pas activé tout son réseau de dingue pour l'aider à faire étouffer l'affaire? Alors effectivement, je vous renvoie à un podcast sur l'affaire des maternelles sataniques McMartin, où en fait ce modèle, déjà le business model des maternelles où on abuse des enfants et où on fait des rites sataniques et où on gagne de l'argent à filmer tout ça et à le vendre et à prostituer les gosses, c'est un modèle qui a été décrit dans des dizaines de crèches et de maternelles aux États-Unis, qui a donné lieu à pas mal de choses au niveau des médias, qui a donné lieu à beaucoup de gens qui se sont intéressés, et on a retourné le truc en disant que tout ça c'était de l'hystérie, que comme les jugements donnaient des classements sans suite, enfin certains, hein, parce qu'il y a aussi eu des condamnations dans d'autres affaires, mais que c'était une sorte de d'hystérie collective sur des délires sataniques. En fait, c'était la foule qui inventait ça, etc. Et on a exactement le même process avec les blogs, avec la police, avec l'intervention des médias mainstream pour retourner complètement l'affaire et, à l'image d'Outreau, faire passer les coupables pour des innocents. Voilà. Et qu'à la fin, médiatiquement, eh ben, c'est le pauvre papa qui comprend pas pourquoi il est accusé de ci, de ça, alors que quand tu vois le profil psychologique du type, quand tu vois ses antécédents, voilà, il a vraiment rien d'un saint, quoi. Continuons. La suite. Comme on pouvait s'y entendre, le système s'est défendu contre cette attaque. On a vu se multiplier les prises de position en faveur du père sur les réseaux sociaux, notamment autour d'un site qui s'appelle Hoax TED Research. Donc, nous on a l'équivalent en France qui s'appelle Hoaxbuster, tenu par, je vous laisse aller voir un article sur le site, où on est allé voir un petit peu ces messieurs, le président de l'association, donc c'est censé être des antifas, on va dire, d'extrême gauche. Puis en fait, quand on creuse un peu, le site appartient à le président de l'association, c'est Christian Lacot, et ce monsieur sur son site Facebook, il y a quoi? Je vous le donne en mille. Du satanisme. Ah bah mince alors, quoi, c'est fou, hein. Personne ne cherche en fait, il suffit de se pencher pour ramasser les trucs, tout est là. Hein, les statuts ils sont en préfecture, il suffit d'y aller, on est allé à son adresse, le mec a fait style qui était pas là alors qu'il y avait son chien, machin. Enfin bref, et que des flippettes. C'est hallucinant. N'importe quel journaliste en première année de journalisme, il fait les trois trucs de base et il trouve. Mais non, non, non. Nous, on a voilà, un truc qui s'appelle Hoaxbuster. Non, comment, débunker de hoax. Et ça fait des années qu'ils font chier tout le monde et n'importe quoi, là. À l'image de nos amis pseudo débunkers de fake news, Rudy Reichstadt, Tristan Mendes France et compagnie, et mes couilles sur le bureau. Donc vous pourrez aller voir ça sur un article du site internet. Donc, Hoaxbuster Research, dont le but est de dénoncer la mère et de nier toute réalité dans ce que les enfants ont rapporté. Les médias silencieux, au moment où les révélations des enfants ont été diffusées sur le net, ont tous pris position en faveur du père, dénonçant une mère qui a maltraité ses enfants et qui les a obligés à raconter les pires horreurs sur leur père. Cela dès les rétractations des enfants. Mais en face, de nombreux citoyens ont mené une charge contre les satanistes responsables de l'étouffement de l'affaire, via plusieurs sites dédiés à l'affaire. Ceux-ci ont été repérés de nombreux profils sur diverses plateformes comme YouTube, Twitter, appartenant au père et à ses amis et défenseurs, dont certains ne cachent pas du tout leur lien avec le satanisme. La mère des enfants se serait enfuie, probablement pour retourner en Russie, son pays d'origine, et la police la cherche pour l'arrêter. Effectivement, on se met à sa place. Je veux dire, elle a de quoi devenir complotiste gravement, quoi. Hein. Vu tout ce qui s'est passé et que tout le monde s'est retourné contre elle, c'est quand même hallucinant. Une autre de ses amies, Sabine McNeil, est également recherchée pour harcèlement, parce qu'elle a évoqué l'affaire sur Internet et diffusé les témoignages des enfants, donc ce qu'on disait tout à l'heure. Apparemment, il n'y a pas que la police à la rechercher. Un certain nombre de tarés satanistes sont sur son dos, comme un certain James Hind, qui a de nombreux pseudos, et dit sur son compte Twitter être le fondateur du site mysatan.net.
Donc c'est le genre de site sataniste qui explique tout comment faire, mais évidemment c'est que du folklore, hein, c'est que pour rigoler, hein, c'est juste des petits gothiques qui s'amusent. Voilà, se battant contre les chasseurs de satanistes. Ah oui, voilà, donc les satanistes sont opprimés, hein, les satanistes sont des victimes, bien sûr. Il tient un blog intitulé Satanic Views. En fait, en réaction aux anti-satanistes, des satanistes ou du moins se disant satanistes sont sortis du bois pour combattre tout propos pouvant nuire à l'image qu'ils tentent de se donner. L'image, attends, d'adorateur du diable et de la souffrance, ah oui, mais c'est des gentils. Ah oui, d'accord. Non mais là, c'est la 8e dimension. Là. Hélas, eux ont l'impunité pour eux et ne sont pas poursuivis pour harcèlement, atteinte à la vie privée ou autre, et peuvent continuer à raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, le net est un champ de bataille autour de cette affaire. La guerre fait rage sur le net au sujet de cette affaire. Des dizaines de sites soutenant la réalité des accusations ont été mis en ligne et face à eux, à ceux qui nient, les satanistes et les médias alignés qui disent haut et fort qu'il n'y a rien du tout dans cette affaire. Pour les forces de l'ordre et pour la justice, il semble que le simple fait de parler de cette affaire en défendant la première version des enfants soit déjà considéré comme étant du harcèlement. D'ailleurs, certains disent que les lois ne sont pas adaptées et qu'il faut mieux contrôler le net et pister les internautes pour éviter que d'innocentes familles ne soient injustement attaquées. Donc là, on va renvoyer à ce qui se passe en France, des lois contre la haine sur Internet, contre le complotisme sur Internet, etc., etc. Et puis on amalgame le tout, comme ça les gens qui essayent de faire avancer la vérité, ils sont amalgamés avec les gens qui pensent que la Terre est plate et que tout le monde c'est des reptiliens. Super. Scotland Yard demande même aux citoyens de ne pas partager les infos liées à cette affaire. C'est quand même extraordinaire. La censure et même l'omerta. Donc, alors que l'affaire est grave et qu'un citoyen lambda qui a vu les dizaines de vidéos des enfants ne peut que s'interroger et chercher à y voir plus clair. Quant à Abraham, il s'est retrouvé poursuivi pour avoir agressé son propre fils adolescent. Bref, une telle histoire serait bien évidemment impossible en France, selon nos autorités. Bah non. Pourtant, on distingue un processus aussi connu que radical, qui consiste à placer les enfants dès qu'ils parlent afin de les faire taire. On coupe très vite tout lien avec le parent protecteur, ce dernier se trouvant poursuivi pour moult raisons, allant de la dénonciation calomnieuse à la non-représentation d'enfants, voire à l'enlèvement d'enfants quand on ne l'envoie pas directement en psychiatrie de manière forcée. Après quelques mois d'un tel traitement, rares sont les enfants qui continuent à dénoncer. En effet, ils comprennent que plus ils parlent, moins ils voient leurs parents protecteurs et plus ils sont confiés aux parents qui abusent d'eux. En Angleterre, cependant, ils pourront porter plainte toute leur vie pour tenter d'obtenir justice, puisque là-bas, il n'y a pas de prescription sur les abus sexuels sur mineurs.